Voilà, c'est toujours un petit peu impressionnant, la première fois. Donc voilà, mais plaisir de vous trouver ou de vous retrouver. Et donc je vais continuer le cours de l'an dernier sur l'histoire de la croissance et je vais beaucoup parler du rôle de l'État. Voilà, quel rôle l'État peut jouer pour stimuler la croissance et quelle est l'économie politique reliée à l'intervention de l'État et également comment est-ce qu'il y a des défaillances, des sources de défaillance dans le fonctionnement de l'État et quel rôle l'État peut-il jouer pour réguler, mais comment peut-on également, quel est le rôle de la société civile également pour s'assurer que l'État joue son rôle, ou joue le mieux possible son rôle. Donc il y a un peu le triangle, l'économie, l'État et la société civile. Voilà, et comment ce triangle fonctionne. Voilà, donc là je vais faire un peu une introduction. Le point de départ, c'est toujours ma théorie schumpeterienne, qui est l'idée que la croissance de long terme, surtout dans nos pays développés, résulte de l'innovation. Donc à travers un processus où chacun marche sur les épaules de ses prédécesseurs, donc on ne réinvente pas la roue à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a accès aux idées des autres et on peut construire les uns sur les autres. On parle de marcher sur les épaules des géants. Donc ça, c'est la première caractéristique d'une économie où la croissance repose sur l'innovation. La deuxième chose, c'est que l'innovation, là il y a une belle faute d'orthographe, mais ça c'est l'anglais, vous savez que on l'écrit juste, et puis comme c'est anglicisé, le deuxième E s'en va, à chaque fois il faut courir après. L'innovation est motivée par l'acquisition de rentes de l'innovation, donc il y a toute l'idée que, il faut protéger les droits de propriété sur l'innovation, qu'il y a des incitations pour innover. Donc l'innovation, elle ne vient pas toute seule. Donc quelles sont ces incitations ? Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations tendent à rendre obsolètes les innovations antérieures. Et donc, si vous voulez, c'est toujours un conflit entre l'ancien et le nouveau. Et il y a toujours le danger que les innovateurs d'hier se transforment en intérêt acquis, si vous voulez, qui essayent de bloquer le système, qui essayent de bloquer l'arrivée de nouvelles innovations. Voilà. Et il faut gérer ce conflit. Parce que d'un côté, il ne faut pas tuer les rentes de l'innovation parce qu'on tue l'innovation, mais d'un autre côté, il faut s'assurer que ces rentes ne sont pas utilisées pour empêcher les innovations ultérieures. Donc ça, c'est vraiment l'économie, c'est le cœur de l'économie politique de la croissance par l'innovation. Voilà, bon, ça on l'a vu chaque année de manière un peu différente, mais c'est tout. Alors évidemment, on peut se poser immédiatement la question du rôle de l'État dans l'innovation. Par exemple, on voit tout de suite que la première caractéristique, c'est que je dis, voilà, l'innovation, c'est l'idée que je construis sur les idées des autres. Donc il faut que je puisse accéder aux idées des autres. Mais ça implique immédiatement qu'il peut y avoir une tendance au sous-investissement dans l'innovation, parce que moi, quand j'investis dans l'innovation, je vois mes intérêts à moi, je vois que moi, c'est bon pour mes profits, etc. Mais en même temps, je vais avoir une externalité positive sur tous les gens qui viennent après moi, c'est-à-dire que je permets au savoir de progresser dans l'économie. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être moi, je ne valorise pas personnellement. Donc il y a une tendance de l'économie à générer pas assez d'innovation parce qu'il y a ce problème de ce qu'on appelle des externalités technologiques. Voilà, je prends en compte, moi, ce que ça me rapporte à moi, mais je ne prends pas nécessairement en compte le fait que d'autres vont pouvoir construire sur moi et continuer. Et ça, je ne le prends pas, ça a une valeur sociale, mais ça n'a pas forcément une valeur privée. Et donc, il y a une tendance au sous-investissement dans l'innovation. Donc déjà là, on peut dire, tiens, voilà, il y a peut-être un rôle pour l'intervention publique pour pallier à cette inefficacité-là. D'accord ? Ensuite, il y avait le deuxième point qui était de dire l'innovation est motivée par l'acquisition de rentes de l'innovation. Alors, il n'y a pas que ça. De nous, les chercheurs, par exemple, on aime aussi la curiosité. C'est notre curiosité, c'est le plaisir de trouver des nouveaux résultats. Donc, tout n'est pas des rentes monétaires. Mais on sait qu'il y a eu un certain nombre de travaux, et j'en parlerai notamment la fois prochaine, qui montrent que les incitations monétaires jouent un rôle très important dans les incitations à innover. Notamment, la fiscalité joue un rôle très important. D'accord ?
D'accord? Donc, en fait, quand on dit l'innovation est motivée par les rentes de l'innovation, ben, c'est important de protéger en particulier les droits de propriété. C'est important parce que si n'importe qui peut venir imiter mon innovation, me copier immédiatement, eh bien, à ce moment-là, je perds les rentes de l'innovation. Et du coup, ça décourage, si j'anticipe que mes rentes ne sont pas protégées, que je n'ai pas, par exemple, un système de brevets ou d'autres formes de protection, eh bien, je ne serai pas incité à innover. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a un rôle, et là, il faut que les droits de propriété, eh bien, soient garantis par quelqu'un. Donc, il faut un système avec une justice, une police, il faut une coercition pour garantir la loi, quoi, pour garantir que la loi, notamment celle de protection des droits intellectuels, est appliquée, quoi. Et puis, il y a les rentes, donc c'est par exemple la fiscalité. La fiscalité est très importante. Donc, il faut le pouvoir de lever l'impôt ou de le modifier. Et donc là, à nouveau, on voit bien qu'il y a un rôle de l'État qui intervient à ce niveau-là. Et alors, il y a le troisième point, je disais qu'il faut que le grand danger, c'est que les innovateurs d'hier se transforment en intérêts acquis, hein, qui bloquent les futures innovations. Donc là, c'est important que l'État intervienne aussi pour remédier à ça, c'est-à-dire pour dire, ben voilà, il faut faire en sorte que ces blocages n'aient pas lieu. Alors, est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est également la politique de concurrence? Est-ce que c'est également la manière de financer les règles de financement des campagnes politiques qui permettent évidemment aux gens qui ont de l'argent d'influencer le système politique et de mettre des barrières? Tout ce qui est le lobbying, il y a toute une littérature qui se développe sur le lobbying, notamment aux États-Unis, c'est gigantesque, et d'essayer de mieux comprendre. Et quel est le rôle que l'État peut jouer? Et l'État, le problème, c'est qu'il peut être corrompu. L'État, il peut y avoir des connivences, évidemment, avec l'État. Donc, comment la société civile ou d'autres mécanismes peuvent aider à limiter, disons, cette collusion entre l'État et les acteurs privés? Voilà, donc, vous voyez, on voit déjà, donc dans le premier, ben, vous dites, voilà, je sous-investis dans l'innovation, ben, d'où le rôle de la politique d'éducation, la politique universitaire, la recherche fondamentale, plus généralement, les politiques pour favoriser la création de nouvelles entreprises, nous y reviendrons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le crédit impôt recherche, il fonctionne de manière optimale? Est-ce qu'il est important ou pas? Donc ça, on se posera la question. La politique industrielle, est-ce qu'elle est comme il faut? Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il n'en faut pas? Est-ce qu'il faut la réformer? Donc tout ça, on en parlera. Ensuite, je parlais du rôle de protéger les rentes de l'innovation. Ben, il y a les brevets, la protection des droits de propriété, donc le droit des contrats, la justice, le système judiciaire et coercitif pour garantir les contrats, et le rôle de la fiscalité. On la veut redistributive, mais elle ne doit pas être non plus confiscatoire. Comment on fait une fiscalité qui soit à la fois redistributive et qui ne décourage pas l'innovation? Donc ça, c'est une question complexe. Et puis, alors ensuite, je parlais de la troisième partie, c'est-à-dire comment je gère la destruction créatrice, les rôles des politiques de concurrence, de lutte contre le lobbying et la corruption, ce qu'on appelle les checks and balances, c'est-à-dire qu'il faut que les politiciens, ben, ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent et qu'on contrôle ce qu'ils font, quoi. Et là, c'est un petit peu, là, si vous avez vu le livre de Acemoglu et Robinson sur Why Nations Fail, pourquoi les nations ne réussissent pas, pourquoi certains pays ne réussissent pas, il y a la distinction entre État extractif et État inclusif. Donc c'est un peu différentes façons de gérer ou de ne pas gérer cette contradiction-là. Voilà, donc, alors l'État peut-il remplir ce rôle? Donc, si vous regardez, je ne sais pas moi, dans définition dans Wikipédia, ou vous regardez les définitions de l'État, je donne cette définition, c'est des choses qu'on entend souvent. On dit, voilà, l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. C'est une entreprise politique dont la structure administrative réussit à être la seule, directement ou par délégation, à faire respecter les lois, les réglementations, le paiement des impôts à travers l'armée, la justice et la police. Est-ce que c'est tout? Est-ce que l'innovation change le rôle de l'État? Est-ce qu'il faut autre chose? Est-ce que ça c'est les définitions classiques, est-ce que quand j'introduis l'innovation, ça modifie ce que je dois, la définition ou ce que l'État est censé faire, d'accord? Donc l'idée, moi tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'innovation et j'ai essayé de vous suggérer qu'il y a un rôle de l'État dans l'innovation. Là, je fais un peu le contraire, je pars de définitions très classiques de l'État et j'essaie de voir ce que l'innovation peut changer à cette définition classique de l'État. Donc, je mets d'abord l'État dans l'innovation, et là, j'essaie de mettre l'innovation dans l'État, d'accord? Donc, l'État est typiquement administré par des politiciens et des fonctionnaires. Alesina Tabellini utilise le mot politicians and bureaucrats, qui ne sont pas exactement la même chose, mais qui interagissent d'une certaine façon.
il y a évidemment le principe fondamental de la séparation des pouvoirs qui permet les checks and balances. Voilà, vous avez le pouvoir judiciaire et d'une certaine manière le pouvoir législatif qui peut contrôler l'action de l'exécutif. Alors, est-ce qu'il en faut beaucoup? Si on a trop de checks and balances, peut-être ça paralyse l'action de l'exécutif. Si on n'en a pas assez, eh bien, il y a des dérives qu'on n'empêche pas. Donc, comment bien établir les checks and balances? Il y a toute une littérature là-dessus. Et évidemment, quand on met l'innovation, c'est la dichotomie État extractif, État inclusif. C'est-à-dire, c'est comment les checks and balances et comment on les fait pour qu'on gère cette contradiction entre générer les rentes et empêcher que les rentes de l'innovation empêchent les innovations ultérieures. Donc, toute l'idée là, c'est de dire, mettons l'innovation dans cette réflexion sur le rôle, sur comment l'État doit être optimalement organisé. D'accord ? Donc là, dans l'évolution historique de l'État en France, alors je ne sais pas si on lit Rosan-Vallon et d'autres, mais enfin de toute façon, ça c'est on peut dire qu'au départ, l'État, je simplifie à l'extrême parce que ça n'a jamais été totalement l'un ou l'autre, mais on peut dire qu'au départ, il y avait la vision de l'État régalien, et de toute façon ça revient toujours, qui est l'idée de dire l'État est là essentiellement pour faire respecter l'ordre à travers la police, la justice et l'armée, donc c'est la fonction régalienne. C'est ajouté à la fonction régalienne de plus en plus, mais ça a mis du temps, et on verra ça dans le chapitre sur l'histoire de la formation des États. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Le fait que finalement, on a introduit du social dans l'État, un rôle social, un rôle d'unificateur à travers notamment l'instruction publique. On verra que les lois Ferry ne sont pas venues toutes seules. Il a fallu des conflits, notamment des guerres, notamment pour que mûrisse en France l'idée qu'il fallait un système public d'éducation comme celui qu'on a maintenant. Il y en avait un autre avant, mais pas comme il est maintenant. Et on verra que c'est vrai dans d'autres pays, que les conflits ou perdre des guerres contre d'autres pays, etc., que la concurrence militaire entre pays ou la concurrence économique a pu pousser et forcer les pays à progressivement se doter d'États où on peut lever l'impôt et où on peut financer des grands investissements comme les grands investissements publics, notamment l'éducation, ensuite le système de santé, et alors après, plus tard, on évolue vers l'État-providence. Et nous, on a une certaine forme d'État-providence depuis 1945, où on redistribue les revenus grâce à la protection sociale et à l'impôt distributif, et de manière beaucoup plus développée qu'avant. Donc on voit un peu cette évolution où de plus en plus on va vers le social, vers la redistribution, vers les investissements publics. On est de mieux en mieux à même de lever l'impôt. Je parlerai notamment des travaux récents de Persson et Beasley qui montrent comment des pays au départ n'arrivent pas à lever l'impôt, donc c'est essentiellement les tarifs qui sont la source principale de revenus, et puis comment petit à petit, ils parviennent à construire un État qui lève l'impôt et qui peut du coup mieux investir ou davantage investir dans ces choses-là, dans l'instruction et dans d'autres grands investissements. Alors évidemment, il y a le problème de l'État innovateur. Est-ce que l'État-providence que nous avons depuis 1945, il est organisé de manière optimale pour être un pays d'innovation? On voit bien qu'il y a un débat en ce moment, c'est le débat des retraites. Est-ce qu'on doit garder le même système de retraite que celui qu'on avait jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'on doit, au contraire, passer à un système plus universel, plus flexible? Donc on voit bien que se pose à nous, très concrètement, l'idée de dire l'État-providence c'est très important, mais est-ce qu'il faut le garder exactement sous la forme qu'il avait en 1945, depuis la guerre, essentiellement, ou est-ce que, étant donné qu'on est davantage une économie d'innovation, où les gens changent de métier, où il y a ce qu'on appelle création et destruction d'emplois et d'entreprises, est-ce qu'il faut changer, ou comment il faut changer un certain nombre de piliers de l'État-providence? Voilà. Donc ça, c'est une chose, on va être préoccupé par cette question-là. Les fonctions économiques de l'État, on peut voir l'État en termes de fonctions économiques, on peut dire l'État, une des fonctions, c'est la régulation macro, c'est-à-dire stabiliser le cycle à travers les politiques budgétaires et monétaires. Il y avait traditionnellement, on vous disait que il y a aussi des régulations microéconomiques, notamment réglementer la concurrence ou la réglementation des monopoles naturels. La taxe carbone est une régulation microéconomique. Donc ça, on vous dit également qu'il y a le rôle de l'État en matière de redistribution et d'assurer la cohésion sociale. Donc ça, c'est vrai, on en parle depuis longtemps, mais qu'est-ce que l'innovation apporte à ça? Quand vous mettez l'innovation là-dedans, comment ça change, comment ça affecte ces fonctions-là? Est-ce que je rajoute une fonction supplémentaire? Est-ce que je modifie la manière dont je régule le cycle, etc. D'accord? Donc là, à nouveau, on va introduire l'innovation dans cette façon-là de parler du rôle de l'État.
Alors, il y a des courants de pensée, je ne vais pas parler des courants de pensée, je peux dire de manière très schématique, parce qu'il y aurait un cours entier, ou même beaucoup de cours à faire sur comment réfléchir à l'État, mais disons que si je veux vraiment quelque chose de ultra simplifié, et c'est évidemment toujours faux quand c'est ultra simplifié, on peut dire qu'il y a une vision un peu libérale de l'État qui a pour fonction essentielle de protéger contre les atteintes aux droits naturels des individus, et qui assure la liberté de penser, la liberté de posséder, la liberté de commercer, on peut dire qu'il assure l'épanouissement de l'individu. Là, je réfère à l'excellent livre de Monique Cantos-Perber sur liberté et libéralisme, qui est le livre récent, donc évidemment est beaucoup plus développé. Donc il y a toute la problématique de l'État par les penseurs libéraux. Il y a évidemment la vision plus marxiste de l'État qui dit que l'État est un produit de la société de classe, c'est-à-dire placé en apparence, donc il y a cette citation d'Engels, placé en apparence au-dessus de la société, c'est l'État de la classe qui domine d'un point de vue économique. Donc qu'est-ce qu'on reprend de cette vision-là ou pas? Et puis il y a une vision un peu plus récente, qui est, je dirais, plus institutionnaliste que voilà, ma collègue Scott Paul de Harvard, ou moi je dirais Lafont-Tirol, je mettrais Beasley et Persson, où l'État est plus perçu comme une institution autonome dont les agents poursuivent leurs intérêts indépendamment des autres acteurs de la société, même s'ils peuvent être sensibles aux groupes de pression. Et donc, si vous voulez, par exemple, je crois que je n'étais pas là, mais je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui étaient au premier conseil d'analyse économique quand Jean-Jacques Lafont est venu expliquer qu'il y avait un problème d'agence avec les fonctionnaires et que c'était pas Merma, c'était qui? C'était Jox, non? C'est pas Jox ou Jospin qui s'était levé et qui était scandalisé par que comment on pouvait dire une chose pareille, quoi. Comment il pouvait y avoir un intérêt divergent entre un problème d'agence avec les fonctionnaires. Voilà, ils sont consacrés à la chose publique. Comment peut-on penser qu'ils poursuivent leurs propres intérêts? Voilà, donc maintenant, ça ramène à plus de quoi? C'était il y a 20 ans, en 97. Je crois que maintenant, c'est une notion acceptée. Mais je crois que quand Jean-Jacques Lafont a parlé de ça au début, je crois qu'il avait créé beaucoup de remous au sein du Conseil d'analyse économique. Maintenant, je crois que c'est une idée tout à fait acceptée. Alors, il y a donc, le problème d'agence avec les fonctionnaires. Donc, en gros, l'idée, c'est que les agents civils ou l'État est notre serviteur. Il sert les intérêts du public. Et la question, et nous sommes le principal et eux sont les agents. Comment se passe cette relation d'agence entre nous, les électeurs ou les citoyens d'un côté, et l'État de l'autre? Et évidemment, comment l'innovation affecte-t-elle notre vision du rôle de l'État quand on adopte, et des limites de l'État, quand on adopte notamment cette position institutionnaliste, d'accord? Et ça nous ramène à nouveau à extractif, inclusif. Alors, maintenant, on peut dire, voilà, donc... on peut dire quelle est l'évolution de l'État. Donc je vais prendre un petit peu d'eau là, parce que je perds un peu là, voilà. Donc on peut dire quoi là, en gros, si vous voulez, sur l'État-providence, pendant la période des 30 Glorieuses, la croissance de la France et des autres pays a reposé essentiellement sur le rattrapage, c'est-à-dire sur la reconstitution des stocks de capital et sur l'imitation technologique. C'est un peu schématique parce qu'il y a toujours eu des domaines où on était à la frontière de l'innovation. Mais disons que grosso modo, nous étions une économie en rattrapage. Et l'organisation économique de l'après-guerre était dominée par les activités des grandes entreprises, soit publiques ou récemment nationalisées, soit des entreprises fortement subventionnées par l'État. Il y avait peu d'ouverture au commerce extérieur, peu de concurrence, peu de flexibilité sur le marché de l'emploi. Mais ce n'était pas grave parce qu'on était là à rattraper. Ce n'était pas très grave qu'il n'y ait pas d'entrée et de sortie beaucoup sur les marchés. Ce n'était pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de flexibilité sur le marché du travail. Ce n'était pas très grave que nous ayons une politique. Donc, si vous voulez, donc en fait, les leviers de l'État-providence, en gros, l'État disposait des leviers suivants. Vous pouvez vous amuser à regarder des conférences de presse de De Gaulle ou de Pompidou, et c'est vraiment, vous êtes dans ce monde-là, quoi. Donc, vous allez, INA, c'est très amusant de regarder les conférences de presse des anciens présidents de la République. Et l'idée, c'est qu'en gros, il y a l'idée de la politique industrielle. Donc, c'est une politique, d'ailleurs, on a encore beaucoup, c'est-à-dire, on passe par les grandes entreprises, et on dit, elles ont des sous-traitants. Et en gros, on traite avec elles, quoi, voilà. Il n'y a pas beaucoup, le financement se passe beaucoup comme ça. Donc, on contrôle, disons, la politique industrielle de manière très top-down, comme on dirait en anglais, à travers ces grandes entreprises qui elles-mêmes, après, traitent avec un certain nombre de sous-traitants. D'accord? Donc, très top-down politique industrielle, où on choisit un peu qui on subventionne. C'est-à-dire, c'est la politique des grands champions. D'accord? Je ne veux pas dire qu'il faut jeter tout ça au panier, hein, mais je dis que c'était un peu la façon de raisonner qu'on a encore gardée en grande partie. La deuxième chose, c'était la gestion du cycle macroéconomique. C'était en fait une gestion du cycle par
la demande. Quand la demande était insuffisante, qu'il y avait de la récession, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Du déficit que je finançais ensuite par l'impôt. Et l'impôt, c'était essentiellement pour ensuite financer les déficits que j'avais creusés en période de récession. Donc c'était vraiment une gestion du cycle très keynésienne, et l'impôt venait en gros là pour corriger les déficits qui étaient creusés pendant les périodes de récession. Et en gros, c'était l'idée quand même, en récession, eh ben, je relance la demande, c'était pas grave parce que nous étions une économie relativement fermée, donc il n'y avait pas le problème des magnétoscopes qu'il y a eu en 81 quand il y a eu la relance de Mitterrand, et que, voilà, et donc essentiellement, ça se traduit, il y avait un vrai multiplicateur keynésien à l'œuvre, et c'était comme ça qu'on faisait fonctionner, qu'on régulait le cycle économique. Et puis, il y avait, voilà, là j'ai encore de la, là c'est ma faute, le social devrait être social, c'est pas la faute de, ça c'est moi qui ai mal ciblé, là, ma touche. L'État-providence, l'idée de l'État-providence, c'est que l'État-providence, c'était là pour, si vous voulez, pour la protection sociale, pour assurer la cohésion sociale. Le problème à l'époque n'était pas tellement le chômage, c'était les petits salaires. Il fallait compléter les petits salaires. Donc on complétait les petits salaires avec les mécanismes d'allocation familiale et autres mécanismes de protection sociale. Et en gros, c'était ça, d'assurer que malgré les petits salaires, eh bien, on arrivait quand même à vivre grâce à l'État qui vient compléter. Mais le chômage n'était pas en lui-même un gros problème parce qu'il y avait peu de création et destruction d'entreprises et d'emplois par rapport à maintenant. Il n'y avait pas le phénomène autant que maintenant de précarité de l'emploi, et donc la politique, l'État-providence, c'était surtout, et en plus on pouvait tout à fait se permettre d'avoir plein de régimes d'assurance maladie. Alors je ne veux pas dire de bêtises sur l'assurance maladie, parce que je sais qu'il y a quelqu'un que c'est devant moi 10 fois mieux que moi, donc je ne dis rien, et sur les régimes de retraite, voilà, donc ça pose aucun problème, par exemple, d'avoir 42 régimes de retraite dans un système comme ça. Vous passez toute votre vie dans la même entreprise, et donc, voilà, il n'y a aucun problème, chacun a son régime de retraite, les métiers sont immuables, vous passez toute... Mais maintenant, c'est en train de changer, parce que maintenant, on passe sans arrêt on change de métier plusieurs fois, il y a des métiers qui disparaissent carrément, soi-même on change de métier, on a des vies beaucoup plus saccadées, où on a des alternances entre périodes d'emploi à temps plein, d'emploi à temps partiel, de chômage, de recyclage, etc. Et évidemment, et quand on a cumulé plein de jobs le long de sa vie, ça devient très illisible, hein, et très même... aléatoire, un système où il y a beaucoup de systèmes de retraite différents, quand soi-même on est amené à les expérimenter, de passer de l'un à l'autre de manière plus ou moins aléatoire. Donc là se pose vraiment la question, c'est que dans un système d'économie de rattrapage ça allait, mais maintenant on est une économie d'innovation. Dans une économie désormais ouverte et d'innovation, d'abord la première chose, donc je vais rediscuter, donc il y a les trois plans, les trois politiques industrielles, politiques keynésiennes de gestion du cycle, État-providence, et on voit tout de suite quand on passe à une économie d'innovation, eh bien ça change, c'est plus valable, on doit réformer. Voilà. Alors, de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois sont constamment créés, là, il y a un en trop, tandis que d'autres sont détruits, d'où l'importance pour l'État, non pas tant de contrôler directement les entreprises, mais de réguler les marchés, d'assurer la concurrence, et de s'assurer que les entreprises peuvent se développer, et voilà, donc là, on ne peut plus faire la politique industrielle de la même manière quand on est... Et puis il y a autre chose également, c'est que dans une économie d'innovation, nous l'avons vu dans les cours précédents, on sait que la concurrence est un élément très important pour stimuler l'innovation. Si vous avez une politique où vous choisissez j'aide un tel et j'aide pas un tel, vous biaisez la concurrence. On reviendra sur la politique industrielle. Et ça, c'est pas ce que vous voulez dans une économie d'innovation. Dans une économie d'innovation, c'est important de préserver la concurrence parce qu'on innove pour échapper à la concurrence avec les autres. La concurrence est un élément stimulant pour l'innovation. Donc ça ne veut pas dire que ça invalide toute forme de politique industrielle, mais on est obligé de se poser la question de la rendre compatible avec la concurrence. C'était absolument pas un problème dans les années 60, 50, 60 en France. Donc ça, c'est la première chose, il faut repenser la politique industrielle. La deuxième chose, la gestion macroéconomique par la demande perd de son efficacité parce que si vous relancez la dépense publique en France toute seule, eh bien, ça va se traduire par un creusement du déficit commercial et pas forcément par une reprise de l'activité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une gestion du cycle parce qu'on sait que, par exemple, la R&D et des investissements dans l'innovation qui sont des investissements de long terme ont besoin de stabilité. Donc, c'est important de stabiliser. Donc, il faut ce qu'on appelle des politiques contracycliques. Et je vous montrerai à nouveau que des politiques contracycliques budgétaires et monétaires favorisent la croissance par l'innovation. D'accord ? Donc, il faut une politique contracyclique. Mais ce n'est pas uniquement pour une raison de demande. C'est une raison qu'on se place du point de vue des entreprises qui innovent. Et pour innover, elles doivent avoir un environnement plus stable. Et donc, l'État peut jouer un rôle
pour stabiliser. Il peut le faire par les taux d'intérêt, ou la Banque Centrale Européenne en baissant les taux d'intérêt. Je vous montrerai Draghi, l'effet de Draghi. Draghi, c'est formidable. Il a pris plusieurs mesures qui ont eu un impact tout à fait important sur les entreprises, d'accord? Et on peut le faire par la politique budgétaire. Mais la logique est différente. Ce n'est pas juste je relance la demande. C'est je veux assurer que les entreprises également puissent soutenir des investissements de R&D ou dans les qualifications des investissements de long terme. Et pour ça, c'est important de stabiliser le cycle. Quel est le rôle de la politique budgétaire et monétaire pour stabiliser le cycle? Donc j'ai toujours envie de stabiliser le cycle, mais pour des raisons qui ne sont pas entièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour les stabilisateurs automatiques. Mais il y a également un rôle pour, par exemple, Small Business Act, qui permet dans les périodes de récession que les entreprises, les petits et les PME aient la garantie d'accès au financement, etc. Donc je vais reparler du cycle, mais d'une manière un peu différente que simplement la logique keynésienne. D'accord ? Troisièmement, l'État-providence beveridgien doit être transformé. Il ne s'agit plus seulement de protéger, de compléter des petits salaires. Il s'agit de protéger, mais de protéger autrement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de dire, voilà, vous avez la garantie de l'emploi, mais vos salaires sont trop faibles, je vais augmenter vos petits salaires, je vais compléter vos petits salaires. C'est maintenant le fait que vous avez des gens qui font face à une incertitude. Il y en a qui ont des emplois précaires, il y en a qui passent donc du chômage sans arrêt, ou qui passent d'un emploi à un autre. Il faut que ce passage soit le plus lisse possible, soit le plus harmonieux possible. Quel rôle l'État peut jouer pour d'abord donner des garanties de revenus, pour pas que ce soit un drame dans une famille quand quelqu'un perd son travail et est obligé d'aller se recycler pour trouver un autre travail. Comment faire en sorte que ça ne se traduise pas par un drame dans la famille? Et puis deux, comment donner une formation, comment permettre à ce personnage de rebondir et de pouvoir vite retrouver un emploi qui corresponde à son niveau d'études. Donc là, c'est un rôle très différent de jouer. C'est vraiment la fameuse flexi-sécurité, c'est tout ce qu'on peut faire en matière d'assurance chômage, de formation professionnelle, etc. Donc ça, c'est un rôle d'assurance dont on parlera beaucoup et qui est très différent de celui que l'État avait quand les gens étaient garantis de garder leur emploi toute leur vie dans le même endroit ou de ne pas changer de profession. Donc là, à nouveau, on se posera la question de comment l'innovation transforme l'État-providence. Alors, si vous voulez, pour revenir un peu au débat, je fais souvent par cercle, et l'idée c'est que les cercles, ce soit un peu des spirales, et pas des cercles que je tourne en rond, donc j'espère que je reviens, mais en amenant quelque chose de nouveau. Face à ce problème que l'État-providence de l'après-guerre n'était pas adapté, disons, à une plus grande ouverture économique et aux nécessités d'innover, une première approche, qui est celle que j'appelle néolibérale, ou néoconservatrice, néocons, diraient les anglo-saxons. C'est de dire, eh ben voilà, c'est très simple, vous aviez un État trop protecteur, vous aviez un État trop gros, et maintenant que nous sommes des économies plus ouvertes et où il faut être plus flexible, eh bien, il faut simplement réduire la taille de l'État, quoi. Voilà, il faut que l'État se concentre sur le régalien, c'est-à-dire law and order, hein, et pour tout le reste, eh bien, on laisse l'économie se faire. Les riches sont riches, mais il y aura ce qu'on appelle le trickle down, hein, le ruissellement. Les richesses, bien, toutes seules, elles vont passer de haut en bas. Et quelque part, moi, l'État, je dois surtout ne rien faire donc par exemple, quand j'ai une récession, au lieu de dire, moi je vais aider je vais investir, je vais faire du déficit pour aider les petites entreprises, tout ce que je vais faire simplement, c'est que, eh bien, je vais pas intervenir, je vais surtout tout faire pour que les profits augmentent, je vais empêcher que les profits diminuent, et puis comme ça, quand les profits vont augmenter, je vais peut-être réduire les impôts. Tout ce que j'ai à faire, c'est de réduire les impôts, les profits augmentent, et du coup, les entreprises, elles vont reconstituer leurs profits, recréer des emplois, et je vais repartir. En gros, c'est de dire, quand ça va pas bien, tout ce que tu peux faire, c'est une baisse d'impôts et une baisse de dépenses. Voilà. Tandis que dans l'autre cas, c'est de dire, non, peut-être pas, tu vas pas baisser les dépenses, tu vas peut-être investir dans la flexi-sécurité, dans l'aide aux entreprises, et donc c'est une vision différente. Mais la vision de gestion du cycle néolibéral, c'est de dire, ben, en récession, ce que tu fais essentiellement, c'est de baisser les impôts, ça baisse la dépense publique, mais ça permet aux entreprises de reconstituer leurs marges et donc de recréer des emplois et de sortir de la récession. Voilà. Ça, c'est la manière Reagan-Thatcher de raisonner.
Donc les limites évidemment de cette approche, c'est que sous couvert de favoriser la libre concurrence et l'ouverture, évidemment on abandonne les plus fragiles et les plus vulnérables, hein, et ça se paye très cher électoralement en Grande-Bretagne. Si vous regardez la carte de la mobilité sociale et des votes pour le Brexit, je crois qu'à mon avis, c'est très clair, les zones qui ont voté, les zones plus favorisées qui sont Londres et le Sud-Est ont voté plutôt contre le Brexit, et puis les zones moins favorisées ont voté pour le Brexit. Et je pense que c'est pareil dans d'autres pays, les votes populistes. Donc je pense que ça se paye très cher après. On ignore les externalités technologiques, c'est-à-dire qu'un néolibéral, il dira ben, « moi je baisse la dépense publique », il oublie qu'évidemment, eh bien, l'éducation, l'innovation, eh bien, ça fait intervenir des externalités technologiques, et donc il fait fi de ça, il fait fi des contraintes de crédit auxquelles les entreprises font face, qui font que ça limite leurs investissements innovants, et voilà, donc il raisonne dans un monde où il n'y a pas de contraintes de crédit, et ils ignorent surtout les dérives du capitalisme en laisser-faire. Bon, il y a les contagions financières, mais je parlerai de la concentration excessive. Je vous montrerai tout à l'heure des diagrammes très parlants sur l'augmentation dramatique de la concentration des activités aux États-Unis qui en fait plombe l'innovation et plombe la croissance. C'est-à-dire que, à vouloir être trop, si on bride complètement et qu'on taxe trop, il n'y a pas, mais si on laisse faire complètement, eh bien, il y a des dérives qui finissent par empêcher la croissance. Et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui deviennent très gros, et les gens qui deviennent très gros, ils empêchent des nouveaux de venir. Et ça, vous ne voulez pas non plus, parce que vous voulez que l'innovation continue. Et donc, vous devez empêcher, c'est pas que vous devez empêcher des gens de devenir riches, mais vous devez faire des no-fly zones, comme je dis, d'empêcher, qui puissent empêcher d'autres d'innover. Vous voyez ce que je veux dire? En Suède, il y a des gens riches. Wallenberg, ça, il est riche en Suède, mais il n'empêche pas Monsieur Skype d'innover ou d'autres d'innover. Mais dans d'autres pays, les fortunes jouent un rôle souvent d'empêcher, et je vous montrerai que c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec ce qu'on appelle les firmes superstars, vous pouvez dire les GAFAM ou autres, et le fait que ces firmes accaparent l'économie américaine est un facteur qui explique le déclin de la croissance américaine. Donc c'est quelque chose dont je parlerai tout à l'heure. Donc c'est très important de dire qu'il faut faire attention aux dérives du capitalisme, il faut réguler le capitalisme. Voilà. Donc si vous voulez, l'idée c'est de dire, ben voilà, moi je prends il y a des attitudes alternatives à la pensée néolibérale qui est de dire, j'investis dans l'éclosion et la matérialisation des idées nouvelles, j'assure contre les nouveaux risques climatiques, précarisation du travail, aléas macroéconomiques et financiers, et je veux promouvoir une croissance inclusive et garante du contrat social pour qu'elle soit soutenable, et une croissance verte, parce qu'elle est soutenable quand elle garantit le contrat social. Si elle ne le garantit pas, eh bien, on sait que ça pose d'énormes problèmes et que ça crée des disruptions. J'aurais pas donné le même cours l'an dernier, j'aurais donné le même cours l'an dernier, avant les Gilets jaunes, et là je donne ce cours. Évidemment, la dernière phrase est totalement évidente pour vous, après ce qui s'est passé depuis un an. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, la question, je voudrais parler de la chose suivante, pour continuer mon introduction, c'est est-ce qu'il faut dépasser le capitalisme ou le réguler? Et moi, j'avais une histoire marrante. Mon papa connaissait un ami qui était correspondant de l'Humanité à Moscou. Il s'appelait Courtade, Pierre Courtade. Alors, Pierre Courtade revient, moi j'avais 8-9 ans quand il était venu dîner, mais ça, je n'ai pas oublié. Et il dit à mon papa, tu sais, le socialisme, c'est une idée formidable. Quel dommage que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc, voilà, faute de mieux. Voilà, donc, si vous trouvez un bon système, vous me dites, alors je vais faire un petit registre, hein, puis si vous trouvez un meilleur système, je prends toutes les bonnes idées. Voilà. Donc déjà, la chose, c'est de savoir, c'est facile de dire je dépasse, mais voilà. Mais je crois qu'il y a, voilà, je fais un peu plus sérieux, c'est que déjà, je crois qu'il y a un certain nombre d'idées, moi, que je veux vous soumettre, qui ne sont peut-être pas partagées par tout le monde, en France notamment. La première idée, c'est qu'il y en a certains qui pensent que de tout temps, il y a eu des inégalités, et de tout temps, on a cru qu'elles étaient immuables, et en fait, le système change, et de la même façon que le système féodal n'était pas immuable, le système capitaliste n'est pas immuable. Je simplifie à l'extrême, d'accord? Et qu'à chaque fois, on a essayé de justifier ces inégalités. Donc, à l'époque féodale, la noblesse justifiait qu'elle possédait les terres parce qu'elle protégeait les gens. Et maintenant, on dirait, de la même manière, les innovateurs, les gens qui sont riches, disent, voilà, j'ai été innovateur, c'est grâce à l'innovation, et donc ça justifie que je gagne plus, que j'ai plus de richesse, etc. Et donc, l'idée de dire, c'est à chaque fois la même chose, l'histoire se répète chaque fois la même chose. Et je crois que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu vraiment quelque chose de différent
en 1820, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la croissance. Je vais vous montrer des diagrammes tout à l'heure. Avant 1820, l'électrocardiogramme est totalement plat. Il n'y a pratiquement aucune croissance mondiale. Et en 1820, tout d'un coup, apparaît la croissance. Donc c'est quand même un phénomène important. C'est pas rien du tout. C'est la croissance qui nous donne la prospérité et qui fait qu'on... moi, je dis souvent à des gens qui pensent qu'il faut la décroissance, je ne veux pas nommer de gens, je dis, écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est que je leur mets 2 dentistes. Je leur mets un dentiste maintenant et je leur mets un dentiste dans les années 60 quand la fraise, ça durait des heures. Et je lui dis de choisir celui de l'année 60. Et qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir maintenant, parce que la croissance, c'est le progrès technique, c'est ce qui fait que vous vivez beaucoup plus confortablement aujourd'hui qu'avant. Et donc, si vous voulez, voilà, la croissance, c'est quelque chose de très important. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que la croissance, elle est venue, et ça je vais en parler tout à l'heure, par l'innovation. Ça a été notamment la révolution industrielle et la révolution de la machine à vapeur qui a permis le démarrage industriel, d'accord? Mais donc l'innovation a été cruciale dans le démarrage industriel et donc dans l'émergence de la croissance. Alors, est-ce que l'innovation, c'est la même chose que d'être propriétaire terrien? Là aussi, je vais vous dire, c'est pas pareil non plus. Parce que, donc déjà, l'histoire ne se répète pas, parce qu'avant, il n'y avait pas de croissance, maintenant, il y en a. Avant, il n'y avait pas l'innovation, maintenant, il y a. Mais l'innovation est différente de la propriété des terres, parce que quand vous avez une terre, vous la gardez toujours. L'innovation, c'est temporaire, parce qu'un jour, quelqu'un fait mieux que vous, et donc la rente est temporaire de l'innovation, par nature. Celui qui a inventé la machine à écrire, à un moment donné, le jour où il y a l'ordinateur, il n'y a plus la machine à écrire. Et donc et on va voir que la relation entre l'innovation et l'inégalité est très différente de la relation entre, par exemple, la propriété d'une terre et l'inégalité, voyez? Et donc c'est différent, c'est pas pareil, c'est pas le même objet, quoi. Je ne peux pas traiter une économie d'innovation comme une économie où il n'y en a pas, quoi. Donc c'est quand même, voilà, donc ça, c'est une idée que je veux pousser très fort. Et faut-il penser que le capitalisme est aussi peu pérenne que le féodalisme qu'il faut le dépasser? Bah écoutez, be my guest, voilà, plein de gens pensaient qu'ils pouvaient faire la révolution. Notre ami Henri Weber a fait un livre passionnant où il explique qu'il avait créé Rouge, quoi. Maintenant, il t'explique très bien qu'on ne peut pas, ou d'autres. Voilà, je conseille la lecture de ces livres, qui est très, très instructive. En tout cas, pour le moment, on ne trouve pas. Voilà, et donc, c'est pas... Et comment tu créerais de la croissance sans innovation? Et en tout cas, tu aurais un système où tu continues à avoir de la croissance. Comment tu fais ça sans innovation? Et comment tu fais que l'innovation ait lieu sans un certain nombre de conditions? Alors, ensuite, une autre question qui se pose, évidemment, c'est faut-il cibler les riches? Alors, oui ou non? Et comment est-ce que l'outil fiscal est le seul outil pour redistribuer et pour rendre l'économie plus inclusive, plus généralement? Et donc ça, c'est une vraie question. Je raconte toujours cette histoire de Otello de Carvalho qui va voir Olof Palme et Olof Palme demande à Otello de Carvalho comment ça va au Portugal, et Otello de Carvalho dit ça va très bien, il y a moins de riches. Et Otello de Carvalho ensuite demande à Olof Palme comment ça va en Suède, il dit ça va très bien, il y a moins de pauvres. Donc vous voyez, qu'est-ce que je cible? Donc est-ce que je suis obsédé par l'existence des riches, ou est-ce que je dis plutôt ce qui est important, c'est qu'ils ne puissent pas biaiser la concurrence, qu'ils ne puissent pas pervertir le système? Donc c'est une manière différente de raisonner. Dans un cas on dit je veux les éliminer, dans l'autre cas on dit je veux les réguler. Donc, comment il faut faire? Et est-ce que c'est par l'impôt seulement? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour la politique de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour un certain nombre de réglementations macro-prudentielles? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour les réglementations de monopole naturel? Il y a toute une série de panoplies d'outils qu'on a pour faire cette no-fly zone, quelque part. Et quelle importance l'outil fiscal a là-dedans et comment il s'articule aux autres outils? Je pense que ça, c'est des questions que nous ne comprenons pas encore très bien. Voilà. Alors, donc, de manière plus précise, le décollage industriel. Donc, je vais parler du décollage industriel, de la relation entre inégalité et innovation. Et puis, je veux dire pourquoi il faut réguler quand même le capitalisme. Donc, je parlerai des augmentations de rente de monopole qui brident la croissance et de l'innovation verte. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a avant 1820 et après 1820, le décollage industriel. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on revient un petit peu, je fais un peu une révision du premier cours de l'an dernier. Il y a August Madison, et Madison, qui est un peu le pionnier dans la reconstitution des comptes nationaux sur très longue période. Et Madison, qu'est-ce qu'il vous dit? Il fait des comparaisons internationales en matière de PIB par habitant.
d'accord? Et il vous montre que le PIB par tête, en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que jusqu'en 1800, vous voyez, jusqu'en 1820, il ne se passe rien, et après, ça décolle, quoi. Vous voyez, et c'est extraordinaire, quand même. Ça, c'est le PIB en niveau, le PIB par tête en niveau. Donc, le PIB mondial est le même en l'an 0 et en l'an 1000. Le taux de croissance moyen du PIB par tête mondial est de 1,19e par an entre l'an 1000 et l'an 1820. Et le taux de croissance monte à 0,5 en 1820 et 1870, mais comptez qu'il n'y a que l'Angleterre et un peu nous qui faisons de la croissance à ce moment-là. Et après, les États-Unis arrivent et dépassent les 3-4% entre 1950 et 1973. Vous voyez, c'est un phénomène très récent. Et si vous regardez en termes de niveau de croissance, là, ce n'est pas le PIB par tête, ici, c'est la croissance du PIB par tête, et vous voyez que, ou le niveau, là, j'ai encore le niveau, donc je regarde, ah oui, non, là, je regarde la même chose que là, et là, je regarde pour d'autres pays, le niveau du PIB par tête. Et vous voyez que pour tous les pays, alors il y a des pays qui font ça avec retard, hein, la Chine est en bas, mais vous voyez que pour tous les pays, c'est très retardé, puis évidemment des pays qui commencent plus tôt, d'autres pays qui suivent plus tard. Donc c'est important, c'est quand même une donnée fondamentale de l'histoire économique. On ne peut pas faire d'histoire économique sérieuse si on considère que ce qu'il y a là, c'est la même chose que ce qu'il y a là, quoi. C'est pas sérieux. On ne peut pas, quoi. Donc, évidemment, le décollage, on sait tous que c'est relié beaucoup à ce qu'on appelle un phénomène de technologie générique. Il y a le développement de la machine à vapeur qui affecte tous les secteurs de l'économie. Et donc, il y a ce qu'on appelle en anglais « General Purpose Technology » qui, en fait, génère des innovations secondaires dans tous les secteurs. On utilise la machine à vapeur dans le textile, pour le transport, pour toutes sortes de choses. Et donc, ça a été crucial. Alors, pourquoi? Alors, évidemment, on avait posé l'an dernier ces questions, mais je crois que c'est important à chaque fois de se les poser quand vous avez un débat sur ces choses-là, et posez-vous-les à vous-même. C'est de dire pourquoi il y a eu le décollage, pourquoi c'est en 1820 et pourquoi c'est en Europe. Donc là, il y a mon copain Joël Mokyr, que vous verrez, parce que Joël Mokyr va venir, il y a une conférence sur l'innovation à laquelle je vous invite le 11 et 12 juin 2020 ici au Collège de France, ça s'appelle l'économie de la destruction créatrice, et Joël Mokyr sera là, vous pouvez aller lui serrer la main et lui dire, voilà, on connaît ce que tu fais, etc. Donc, 3 causes majeures à l'origine de la révolution industrielle. Il y a d'abord la diffusion du savoir, évidemment, il y a ce qu'on appelle la république des idées, les idées fusent, on peut développer, les universités se développent, il y a une certaine liberté de circulation qui s'est développée, il y a la codification du savoir qui a été très importante, qui fait qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois, il y a la propriété intellectuelle, et il y a la concurrence entre pays. Bon, diffusion du savoir et de l'information, ça, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier, c'est-à-dire la openness revolution au XVIIIe siècle, les services postaux bon marché, le coût d'imprimerie décroissant, permettent une explosion du nombre de journaux, l'apparition des encyclopédies et des manuels. Ces développements ont au retour favorisé le développement de sociétés et clubs scientifiques pour faire avancer, pour échanger des savoirs et des idées. Ça a été fondamental. La deuxième chose, c'est les droits de propriété. La propriété intellectuelle, pourquoi est-elle importante? Elle permet de créer des incitations à innover pour l'inventeur, qui espère ainsi disposer d'une rente provisoire. Elle est provisoire, la rente de l'innovation, c'est à différence de la rente foncière. Abraham Lincoln dit « Le système de brevet a ajouté le carburant de l'intérêt au feu du génie ». Voilà, c'était bien dit. Le système de brevet, en assurant une propriété intellectuelle aux inventeurs, a incité à la diffusion des œuvres. Donc il fallait pouvoir appliquer, la rendre contraignante, ce droit des brevets. D'accord? Donc ça, c'était une révolution pour faire ça. C'est là que les institutions sont fondamentales. D'accord? Par exemple, le verre de Murano, ceux qui naissaient sur l'île de Murano ne pouvaient jamais quitter Murano pour éviter qu'il ne révèle les secrets de fabrication du verre. De même, il était interdit aux étrangers d'observer la construction des navires dans l'arsenal. Et grâce au brevet, on peut maintenant voyager. Les gens de Murano peuvent aller ailleurs, etc. Alors, pourquoi la propriété intellectuelle a-t-elle émergé? Alors là, c'est important. Alors moi, je veux bien qu'on passe d'un système à un autre système, sus par choc externe, mais je crois beaucoup quand même qu'il y a eu, je pense que le rôle de la bourgeoisie était chose très importante, la montée de la bourgeoisie. Donc il y a la révolution glorieuse en Angleterre a donné au Parlement la suprématie sur le roi. Ça a créé pour la première fois une sécurité des droits de propriété à l'abri de toute ingérence politique, et ça a incité à innover. Mais c'est évidemment le pouvoir des marchands, de tout pouvoir économique qui a fait pression pour avoir une voix au Parlement et de contraindre et de limiter le pouvoir du roi. Ça a été crucial pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. D'accord ? Ensuite, je parlais de la concurrence entre pays. C'est très important. En amont du développement des Lumières, Mokyr insiste dans son dernier livre sur le rôle prépondérant d'une république des lettres
Et dès la Renaissance, la République des lettres place le savant dans un environnement supranational et donc lui fournit un public plus large. Et si vous voulez, ce qui se passe dans les pays d'Europe, c'est que si je suis un savant persécuté dans un pays, je peux toujours aller dans un autre. Et les pays se font la concurrence pour les savants. Ce qui fait que ça limite l'incitation d'un pays à persécuter un savant, parce qu'il peut s'en aller, quoi. Il peut aller ailleurs. Et il peut donner la technologie à quelqu'un d'autre, au voisin. Donc ça explique en grande partie pourquoi la révolution industrielle, en tout cas c'est l'explication mise en avant par Mokyr, a-t-elle lieu en Europe et pas en Chine. C'est qu'une Europe politiquement fragmentée crée une concurrence entre les nations pour attirer les esprits les plus brillants. Mais par contre, Acemoglu Robinson, dans le Why Nations Fail, prennent le contre-exemple de la Chine. Ils disent en 1661, l'empereur Kangxi ordonne à toutes les personnes vivant le long de la côte sud de se déplacer de 30 km dans les terres. Jusqu'en 1693, la navigation était interdite partout sur la côte. Cette interdiction a été périodiquement réimposée au XVIIIe siècle, retardant de fait l'émergence du commerce chinois. Et en fait, leur idée à eux, c'est que les empereurs chinois obéissaient à une peur de la destruction créatrice, qu'elle leur semblait une menace pour leur stabilité politique. Les seules innovations qui pouvaient émerger en Chine étaient celles choisies par l'empereur. Contrairement à l'Europe, peu de possibilités d'expatriation pour les inventeurs non sélectionnés. C'est intéressant. Donc, et également, un autre exemple, c'est quand Venise se ferme, eh bien, le progrès arrête à Nice. Alors, ils sont un peu durs avec les Vénitiens. Ils disent que les Vénitiens, maintenant, font des pizzas, etc., alors qu'ils pourraient faire d'autres choses. Bon, il y a des Vénitiens qui sont des grands intellectuels, mais c'est vrai qu'il y a eu, la croissance vénitienne s'est stoppée quand à Venise, les doges ont voulu se protéger et ont fermé l'économie vénitienne. C'est très intéressant. Le déclin de Venise est une chose très intéressante. Comment ce phare du développement est devenu un lieu touristique essentiellement. Hein. Donc voilà, donc ça c'est des choses très intéressantes. Alors je disais que déjà, on n'est plus comme avant, nous ne sommes pas à l'époque féodale parce qu'il y a l'innovation qui émerge et l'innovation a besoin de toutes ces choses-là et donc d'un État qui permet l'innovation. Donc l'innovation est indispensable et croissance sans innovation, on ne sait pas faire, quoi. Hein. Donc maintenant, l'innovation, comme je vous disais tout à l'heure, entretient une relation avec l'inégalité qui n'est pas la même que la propriété terrienne ou que les rentes de situation, si vous voulez. D'abord, pour mesurer les inégalités, quand on vous dit comment mesurer les inégalités, il faut que vous disiez à votre interlocuteur de quoi tu parles. Parce qu'il se peut que tu parles de la part des revenus du top 10% ou du top 1% ou du top 0,1%, c'est-à-dire la part des revenus par le plus riche ou le second plus riche et tu arrives jusqu'à 1%, tu vois quelle est la part du top 1% qui gagne le plus ou de la part du top 0,1% qui gagne le plus, d'accord. Mais il y a des mesures plus globales d'inégalité comme le Gini, qui est une espèce d'écart global à l'égalité parfaite, ou le ratio entre le 90e centile et le 10e centile, ça c'est des mesures globales d'inégalité. Et puis tu as la mobilité sociale, c'est-à-dire dans quelle mesure mon revenu est corrélé avec le revenu de mes parents. Si je suis dans un pays où mon revenu est très corrélé avec le revenu de mes parents, ça veut dire qu'il y a en termes dynamiques beaucoup d'inégalités, quoi. Tu vois, dans un pays où eh bien, le revenu des enfants est peu corrélé au revenu des parents, eh bien, tu as plus de mobilité sociale et donc, peut-être ça rend aussi plus acceptable. Tu vois, toute la question, ce n'est pas juste de savoir est-ce que tu as plus ou moins, tu as une concentration en haut, c'est de savoir si les gens en haut, c'est les mêmes aujourd'hui qu'hier, par exemple. Tu vois, ce n'est pas du tout pareil. Donc, ce n'est pas perçu de la même manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait vu aussi dans des leçons précédentes, c'est-à-dire qu'en gros, si tu essayes de faire une régression, ça c'est OCDE, ça vaut ce que ça vaut, d'une corrélation entre pays, évidemment, ceux qui font de l'économétrie, j'espère que vous êtes nombreux, verront que ça, c'est pas très satisfaisant, mais en tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est que si ici, sur l'axe des abscisses, des X, je place les pays de plus en plus inégalitaires en termes de Gini, hein, et puis en ordonnée, je place les pays qui ont le moins de mobilité en haut et le plus de mobilité en bas. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pays qui sont plus mobiles socialement, tendent à avoir moins d'inégalités globales. Il y a une relation. C'est ce qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. Vous voyez? Donc ça, c'est pas une... voilà. Donc et c'est les gens... Si je ne vous avais pas mis de nom, vous auriez vous-même mis les noms. Je suis à peu près sûr, non? Peut-être que vous auriez mis la Suède là et la Finlande là, mais en gros, vous auriez su que les Scandinaves sont là, un Gini petit et beaucoup de mobilité sociale, et les anglo-saxons ici, d'accord? Je regarde que les pays développés, d'accord?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais comment tu triches? Parce que tout à l'heure, j'avais une courbe croissante et là, j'ai une courbe décroissante. Il est en train de me raconter que c'est la même chose quand je regarde entre zones d'emploi américaines. Donc, je regarde à un niveau beaucoup plus fin. C'est l'économiste Raj Chetty, qui est maintenant à Harvard. Enfin, lui aussi est très mobile. Il était à Harvard quand j'étais. Après, il est allé à Stanford et il est revenu à Harvard. Donc, Raj Chetty est co-auteur et aussi Saez, Emmanuel Saez. Donc, ensemble, hein. Et ils ont regardé, et des co-auteurs à eux, ont regardé la mobilité, mais eux, ils peuvent regarder la mobilité d'un arrondissement à l'autre. C'est extraordinaire. Il y a aussi John Friedman. Et quand j'ai vu John Friedman, qui est aussi leur co-auteur, John Friedman, rien à voir avec Milton, hein, donc voilà, il me dit, mais tu vois, regarde, toi tu habitais à Cambridge, près de Boston. Il y a à côté Somerville, qui est une autre banlieue, tu vois. Eh bien, je peux te montrer comment la mobilité sociale change quand tu passes de Cambridge à Somerville. Je peux même te dire comment elle passe si tu es de la partie Brattle Street de Cambridge à si tu passes à la partie Kirkland de Cambridge, tu vois. C'est extraordinaire. Ils peuvent regarder la mobilité sociale à la loupe, quoi, tu vois. Quartier par quartier, rue par rue. C'est fantastique, leur truc. Bon, et alors donc, ce qu'ils montrent, c'est que les endroits où il y a plus, alors là, vous voyez, tout à l'heure, plus je montais, moins j'avais de mobilité sociale. Eux, chez eux, plus tu montes, plus tu as de mobilité sociale. C'est pour ça que ma courbe, elle est décroissante. Eh bien, il y a également une relation entre l'inégalité. Plus j'ai de mobilité sociale, moins j'ai de Gini, moins j'ai d'inégalité globale. Ce que les corrélations OCDE au niveau pays, on les retrouve quand on regarde au niveau beaucoup plus fin des commuting zones. Donc, c'est intéressant. Par contre, si je veux regarder la relation entre mobilité sociale et la part du top income, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la courbe elle est légèrement croissante. Dans les endroits où ça ne veut pas dire qu'il faut donner plus au top 1%, ça veut dire qu'en tout cas, la relation est complexe, c'est-à-dire que les endroits aux États-Unis où il y a de la mobilité sociale, c'est plutôt les endroits où il se trouve qu'il y a aussi de là, c'est pas causal, c'est pas parce qu'il y a de l'inégalité au top qu'il y a de la mobilité sociale. Il se trouve que les endroits où il y a de la mobilité sociale sont aussi des endroits où la part du top income est grande. Par exemple, la Californie, le Connecticut sont des endroits très dynamiques. Et c'est des endroits où la mobilité sociale est grande, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovation, et l'innovation, c'est la mobilité sociale. Mais, comme il y a d'innovation, eh bien, des gens s'enrichissent, voilà, vous voyez. Et c'est ça qui fait. Donc l'innovation fait partie de l'équation. C'est ça que je veux dire. Quand vous voulez regarder, expliquer les mesures d'inégalité, l'innovation, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc là, je veux juste dire ça parce que je vous dis quelle mesure d'inégalité. Si vous me dites le top 1%, je dis pourquoi vous êtes obsédé par ça? Peut-être que vous avez des endroits où la mobilité sociale est la plus grande, l'inégalité globale est plus faible, et la part du top 1% est élevée. Et là, je reviens à Olof Palme. Olof Palme, un endroit comme ça va très bien pour moi parce que qui est Wallenberg ou machin, c'est pas grave tant que ça n'empêche pas la mobilité sociale, tant que ça n'augmente pas les inégalités globales. Quel est le problème, d'accord? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer que les endroits, si je représente ici des mesures d'innovation en termes de citation d'innovation des États américains, et je représente ici eh bien, des changements dans le top income, on voit que les États américains où il y a eu plus d'innovation sont celles où la part du top income a le plus augmenté. Donc c'est intéressant. Alors on peut montrer, c'est une corrélation, mais en fait on peut montrer que c'est causal. On peut montrer en fait que augmenter l'innovation a un effet positif dans l'État où ça se passe ou dans l'endroit où ça se passe sur le top income. Donc l'innovation est une source de top income. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi les propriétaires terriens, il y a les rentes de situation. Il y a ce que j'appelle les Carlos Slim. Vous avez les Steve Jobs et les Carlos Slim. Et voilà, et certains de mes collègues raisonnent dans un monde où il n'y a que des Carlos Slim et jamais de Steve Jobs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a les deux. Donc il faut, et si je ne veux pas tuer la croissance et l'innovation, je dois faire attention à ça. Parce que si je dis j'élimine tous les riches et que je mets dans le même panier les Steve Jobs et les Carlos Slim, c'est pas bon. Je veux dire, je vais tuer, je jette le bébé avec l'eau sale du bain, je ne veux pas. Donc je dois être plus fin, d'accord? Donc voilà, donc c'est intéressant. Alors l'autre chose, voilà, je regarde ici, ça c'est des résultats de régression instrumentée. C'est qu'en fait, je regarde des états dans différentes années. Et je regarde, donc le même état peut apparaître là ou là. Et là, c'est l'intensité d'innovation de l'état à un moment donné. La courbe en gris foncé, c'est la part du top 1% dans l'état. Et puis la courbe en gris clair, c'est la mesure globale d'inégalité dans l'état. Et vous voyez que les états, quand ils innovent plus,
ils ont également un top 1 plus important. Mais vous voyez que le Gini, lui, il ne change pas. Parce qu'en fait, avec l'innovation, il y a deux forces opposées. Une force, c'est que ça augmente la part du top 1%, mais il y en a une autre qui est, vous vous souvenez que c'est la destruction créatrice, l'innovation. C'est des nouveaux qui en remplacent d'autres. Donc ça crée de la mobilité sociale par le canal de la destruction créatrice. Et c'est pour ça qu'au total, vous voyez l'effet, et d'ailleurs vous voyez là, alors là vous allez dire que je suis un affreux tricheur parce que je monte plein de points et moi je dessine une droite, j'aurais dû montrer le tableau, mais les gens disent vraiment tu es un sale tricheur, c'est toi qui traces la droite pour qu'elle te convienne, alors qu'on voit un nuage de points qui ne dit rien du tout. Mais en fait, ce que vous avez, c'est que les endroits où il y a plus d'innovation sont des endroits où la mobilité sociale est grande. Et c'est vraiment l'innovation par les entrants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut montrer que c'est l'innovation par les gens qui n'ont jamais innové avant, ceux qui viennent de rentrer dans l'arché. C'est cette innovation-là qui crée la mobilité sociale, beaucoup moins l'innovation par les incumbents. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation, voilà qu'est-ce qui s'est passé avant 1820, après 1820 ? Après 1820, il y a la croissance qui arrive. Pourquoi elle arrive ? Parce qu'il y a l'innovation. Mais l'innovation, c'est vrai qu'elle génère des rentes. Mais c'est très différent de la propriétaire terrien. L'innovation génère des rentes temporaires, génère de la mobilité sociale. C'est vrai qu'elle augmente la part du top 1%, mais comme elle génère à la fois, en même temps, de la mobilité sociale, elle n'a pas un effet sur les inégalités au sens large. Par contre, quelqu'un qui devient Carlos Slim, qui dit « moi je deviens riche parce que je mets des barrières à l'entrée, je fais du lobbying », on peut montrer que le lobbying, ça augmente la part du top 1%, ça réduit la mobilité sociale puisque ça empêche l'entrée de nouvelles innovations. Et du coup, ça augmente l'inégalité globale. Donc vous avez deux sources de top 1%. Le lobbying, les rentes de situation d'un côté, l'innovation de l'autre. Donc d'un côté, c'est la source féodale, si vous voulez, qui était là avant. Mais vous avez cette nouvelle source qui est l'innovation. Et vous voyez qu'elles ont des effets très différents sur les différentes mesures d'inégalité. Donc je ne peux pas faire comme si this time was not different. Je ne peux pas faire comme si j'étais encore à l'époque féodale où il n'y avait pas d'innovation et qu'il n'y avait que la propriété de terre qui donnait de top income. D'accord ? Je dois considérer qu'il y a plusieurs sources et je ne peux pas les traiter toutes de la même manière sous peine de tuer la croissance qui nous donne tout ce qu'on a. Voyez, donc c'est là, voyez, c'est ça vraiment, moi, ma divergence avec d'autres façons de penser. Voyez, c'est comme ça que je réponds à d'autres manières de penser. D'accord ? Et que du coup, je dis, comme je crois dans l'innovation, mais que je crois qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des excès de ceux qui ont innové avant, je suis tout de suite dans une logique, je dois réguler le capitalisme. J'ai besoin de l'innovation, j'ai besoin qu'elle rapporte, mais en même temps, je dois réguler les gens qui ont innové. Et c'est comme ça que je suis dans une logique de régulation du capitalisme. D'accord ? Voilà, donc... Alors maintenant, pourquoi il faut réguler le capitalisme ? Il faut réguler le capitalisme parce que je veux empêcher les innovateurs d'hier de devenir des entrenched incumbents aujourd'hui. Alors, je vais vous donner deux choses. Un, la concentration excessive bride la croissance. La deuxième, l'innovation n'est pas verte spontanément. Voilà des raisons que j'oppose aux néolibéraux, d'accord ? Donc la concentration excessive bride la croissance. Donc d'abord, il y a eu des travaux très intéressants récents de mon ami Ufuk Aksigit, que vous verrez aussi, beaucoup de ces gens-là, vous les verrez ici, beaucoup de gens dont j'ai parlé depuis 4 ans, ils viendront à la conférence du 11 et 12. Vous pouvez tous aller les voir, ils sont très sympathiques. Donc Ufuk Aksigit, c'est un peu ma nouvelle génération, Ufuk, hein. C'est même beaucoup ma nouvelle génération. Ufuk Aksigit va être là, et il a travaillé avec Salomé Bazlandze, qui sera là également, et Francesca Lotti, qui était à la Banque d'Italie. Et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont montré, dans une étude récente, que, en fait, vous voyez que ce que je représente en abscisse, c'est l'importance d'une firme. C'est-à-dire que quand je suis à gauche, la firme est très importante. Et plus je vais vers la droite, moins la firme est importante en termes de part de marché. Donc, vous voyez, quand je vais vers la droite, la firme est de moins en moins importante. À gauche, je mets les firmes les plus importantes. D'accord ? Et en ordonnée, je mets à la fois les brevets et le nombre de politiciens. Les firmes en Italie, elles font deux choses. Ou elles brevettent, ou elles embauchent des politiciens locaux. Vous voyez ? Ou les deux. D'accord ? Bon, il n'y a pas que l'Italie, hein. On est un peu... Bon, c'est pas... Alors, mais... et ce qui est merveilleux, c'est cette figure qui est belle comme tout. C'est-à-dire que quand vous êtes une firme petite, eh ben vous investissez, vous êtes très, très innovant. Vous voyez, c'est les petits carrés, l'innovation. Vous voyez, le nombre d'innovations par emploi, par taille. Donc, c'est une manière de dire l'innovation en contrôlant pour la taille de l'entreprise. Par contre, les petits triangles, c'est le nombre de politiciens que vous embauchez chez vous. Et vous voyez que qu'est-ce que font les firmes grosses en Italie ? Elles font très peu d'innovation et elles traitent surtout avec des politiciens. Voilà.
Donc, le cycle de vie, c'est que quand je vais de là à là, en général, je commence là et puis je grossis. Et quand je grossis, eh bien, j'innove de moins en moins et j'investis de plus en plus dans les politiciens. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. Vous voyez? Donc ça, là, il faut réguler quand même. Vous voyez? Donc là, on voit bien une raison pour laquelle il faut réguler le capitalisme. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il y a mon histoire avec Zuckerberg. Voilà. Vous êtes encore vivant? Vous voulez que je fasse une interruption? On fait une petite interruption? Vous êtes un peu fatigué, là? C'est très dur de faire un sondage ici, vous n'êtes pas facile. Hein? Voilà. Mais je continue un petit peu? D'accord. Alors, voilà les États-Unis. Quand Zuckerberg est venu à Paris au mois de juin, d'accord? Et j'ai eu la chance de le rencontrer, voilà. Je ne suis pas censé dire tout ce qui s'est dit dans cette rencontre, mais je peux vous raconter quand même l'anecdote suivante. En fait, en gros, il voulait parler, enfin, il était allé voir le président de la République, évidemment, d'abord, hein, mais après, il y avait une petite rencontre avec lui de 10 économistes, et il pensait qu'il allait parler avec nous essentiellement de privacy et de hate speech, d'accord, de discours haineux et de vie privée. Donc, à peu près, tout le monde lui a posé des questions là-dessus. Et moi, je lui ai dit, vous savez, vous plombez la croissance américaine. Donc, il m'a dit, pourquoi? Eh bien, j'ai dit, je vais vous expliquer. Et voilà un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, on a eu une discussion pendant un petit quart d'heure, lui et moi, et j'ai essayé de lui expliquer l'argument. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai raisonné avec lui. D'accord? Donc d'abord, c'est intéressant, c'est que si vous regardez la croissance américaine en moyenne par an, vous voyez que, alors évidemment vous allez dire, mais tu es un affreux tricheur, parce que là tu prends sur 49,95, alors que là tu ne prends que sur 10 ans, mais après je vais vous le montrer de manière continue, donc j'aurai moins l'air d'un tricheur, d'accord? Vous voyez que la croissance de la productivité, ça c'est la croissance de la productivité. On dit en français la PGF, la productivité globale des facteurs, d'accord? Donc la croissance de la PGF, eh bien, elle augmente beaucoup entre 1995 et 2005. Vous savez, quand Solow avait dit « on voit les ordinateurs partout, sauf dans les chiffres statistiques », il était encore là, Solow. Juste après que Solow ait prononcé cette phrase, boum, la croissance est partie. Donc il faudrait qu'il parle plus souvent, parce que quand il parle, voilà, les faits le montrent qu'il n'a pas raison. Voilà, donc en tout cas là-dessus. Donc là, tout d'un coup, la croissance a bondi aux États-Unis, et seulement ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle a baissé. Alors vous pourriez vous dire, mais oui, mais c'est normal, il y a eu la crise financière. Mais la crise financière, depuis 2011-2012, c'est terminé. Enfin, il y a beaucoup moins de... Et ça continue à décliner. Donc, en fait, c'est un déclin persistant de la croissance de la productivité. Donc, ce n'est pas explicable par la crise financière. Et donc, on veut comprendre pourquoi la croissance décline. Et c'est d'autant plus incroyable qu'il y a ce qu'on appelle la vague d'éthique. La vague d'éthique, c'est ça la vague d'éthique. Vous voyez, la croissance a été très grande d'abord dans les secteurs qui ont produit des technologies. Alors c'était marrant d'ailleurs parce que je disais ITC et Zuckerberg m'a dit ITC, what is ITC? Il connaissait IT. Donc depuis qu'on a vu Zuckerberg, on a remplacé ITC par IT. Voilà. Donc c'est d'accord, Information Technology. Et donc, vous voyez, ça c'est les secteurs qui produisent de l'IT. Ils croissent et puis après, paf, ça baisse. Les secteurs qui utilisent l'IT croissent très vite et après, ça baisse. Les secteurs qui n'utilisent pas beaucoup d'IT, ils sont médiocres et dans la montée et dans la descente, vous voyez? Donc, c'est intéressant, ça a l'air lié à IT. Donc, vous me diriez, mais c'est quand même fou parce que IT, normalement, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. C'est en fait de la même manière que l'intelligence artificielle. Ça nous permet de remplacer une partie de nos tâches par d'automatiser. J'ai plus besoin avec IT, je peux réserver mes billets d'avion, j'ai plus besoin d'aller à l'agence de voyage, j'économise un temps fou qui me permet de faire beaucoup plus de choses. Ça devrait doper la croissance de la productivité, d'accord? Eh bien, je vois qu'elle baisse, c'est quand même fou, quoi. Et l'intelligence artificielle qui se développe, et malgré ça, la croissance de la productivité aux États-Unis est plombée. Donc tout le monde ne comprend pas. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe des choses un peu intéressantes. D'abord, on voit qu'en même temps, eh bien, la concentration augmente. Vous voyez les courbes, oubliez les courbes en pointillés, mais regardez les courbes continues. Ça, c'est la part si vous voulez, c'est la part du chiffre d'affaires total des entreprises, des 4 entreprises les plus grosses en matière de chiffre d'affaires dans le secteur des services. Mais vous avez la même courbe dans les différents secteurs. Ça, c'est dû à Autor, Van Reenen, Katz, Dorn.
et je ne sais jamais le nom, du quatrième, du dernier côté. En général, ce qui se passe, je sais qu'il n'est pas là, mais en général, quand je mets le dernier, il me lève la main et dit c'est moi. Mais là, j'ai confiance aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez que la concentration augmente beaucoup. Les gros deviennent plus gros. Donc la croissance baisse et la concentration augmente. C'est intéressant. Et aussi, la part du travail dans le revenu baisse. Et en fait, c'est que les profits augmentent. Vous voyez, alors où est-ce que j'ai mis les profits augmentent, je n'ai pas mis, voyez ce que j'ai, ça c'est les marges. Si vous regardez la marge totale, les marges des entreprises moyennes aux États-Unis augmentent. Donc la part des revenus qui vont au travail baisse, la part qui va aux marges augmente, mais la croissance, elle n'augmente pas. Si vous aviez mon raisonnement, vous auriez dû dire, mais regardez, c'est les rentes qui motivent l'innovation, les rentes augmentent, l'innovation devrait augmenter. Ce n'est pas ce qu'on observe aux États-Unis. C'est quand même curieux, quoi. Vous voyez, les rentes, elles ont augmenté, et la croissance, elle est occupée à ne pas augmenter, d'accord? Et c'est très intéressant aussi, c'est que c'est particulièrement dans les secteurs IT intensifs que la croissance a baissé après avoir augmenté. Donc elle a d'abord beaucoup augmenté dans ces secteurs, et puis après, elle a baissé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est ce tableau qui dit que c'est between within. Between within, ça veut dire quoi? C'est pas tellement qu'une entreprise, prise au hasard, a vu ses marges augmenter et la part qu'il donne aux travailleurs baisser, c'est que c'est un effet de composition, c'est-à-dire que les entreprises qui ont eu des marges plus élevées et typiquement des parts au travail plus faibles, qui sont typiquement les entreprises superstars, sont devenues hégémoniques. En fait, elles sont devenues elles ont envahi partout. Et là, on revient à Zuckerberg. Et je dis à Zuckerberg, écoute, voilà l'histoire. Et l'investissement baisse, l'entrée baisse, le dynamisme baisse. Et je dis à Zuckerberg, voilà l'histoire qui s'est passée. C'est qu'en fait, il y a eu la révolution IT. La révolution, toutes les entreprises, vous et moi, on innove, d'accord? Donc vous êtes superstar, moi je ne suis pas superstar. D'accord? Vous innovez, j'innove. Donc on se développe en innovant. Mais vous avez un avantage sur moi. C'est que vous avez accès à des réseaux. Vous avez des données, vous avez, peut-être vous évadez, ça je ne l'ai pas dit, les impôts mieux que moi, ou j'en sais rien, mais vous arrivez, sur n'importe quelle ligne de produit, vous faites plus de profit que moi, d'accord? Vous avez quelque chose que je ne peux pas imiter, que je ne peux pas reproduire. Vous êtes superstar, moi je ne suis pas, d'accord? Élie, je te nomme superstar, et moi je ne suis pas superstar. Donc Élie, on innove tous les deux, mais Élie, il fait toujours mieux que moi, quoi, parce qu'il a les networks, il a les données, il a les machins, il a le capital social que je ne peux pas reproduire du jour au lendemain. Et maintenant, chacun de nous, on fait plusieurs choses, d'accord? On fait plusieurs choses. Mais on ne peut pas tout faire, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Seulement vient la révolution d'éthique. Qu'est-ce qu'elle permet, la révolution d'éthique? Elle fait qu'on peut faire plus de choses. C'est ça qu'elle permet. Je peux augmenter le span, je peux augmenter le nombre d'activités que je fais. Alors, Élie et moi, on peut augmenter. Seulement, Élie, comme c'est beaucoup plus profitable, lui, sur chacun des trucs qu'il fait, il va augmenter beaucoup plus que moi, à mon détriment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Élie, il va envahir tous les secteurs de l'économie. Comme il est plus productif que moi, vous allez voir la croissance qui augmente. Et ça, c'est ce que vous voyez dans cette partie-là. Vous voyez, ça, c'est la partie qui est là. Vous voyez, c'est la partie 95-2005, la croissance augmente, ou cette partie qui est là, vous voyez, là, hop, il augmente. Et moi, tandis que, mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'effet à court terme. Élie va partout, comme Élie est plus productif, ça booste la croissance, ça stimule la croissance. Mais à long terme, qu'est-ce qui se passe? C'est que Élie a envahi tous les secteurs de l'économie, et moi maintenant, dans chaque secteur, si j'innove, je dois faire face à Élie, qui a un avantage par rapport à moi. J'ai un handicap par rapport à lui. Donc si moi j'innove, mes rentes vont être réduites d'autant du handicap que j'ai par rapport à Élie. Donc ça décourage à long terme l'innovation. Vous voyez le dire? Et c'est ça qui s'est passé. C'est que Zuckerberg, en fait, il a aidé partout, et des gens comme lui, et après maintenant ils ont découragé. Vous avez moins d'entrées sur le marché américain, vous avez moins d'investissements, vous avez moins de R&D, etc. D'accord? C'est ça l'histoire. Alors je lui ai dit par exemple les merger and acquisition, hein, les fusions-acquisitions, c'est très problématique parce que ça va magnifier ce phénomène. Tu peux aller encore plus n'importe où. Alors là, il m'a répondu, pour montrer qu'il est quand même futé, il m'a dit, il est très futé, Zuckerberg, je m'en attends pas à autre chose, il me dit, mais c'est très bien qu'il y ait des fusions-acquisitions, parce que quelqu'un qui est dans un secteur, il va travailler très dur pour avoir la grande chance d'être acheté par moi.
Donc c'est génial, je stimule la croissance. Alors je lui dis, c'est vrai qu'à court terme, c'est vrai, mais une fois que tu auras acheté ce monsieur, eh bien, tu plombes la croissance. Donc c'est vrai que ça va magnifier la croissance, l'augmentation de la croissance de la productivité à court terme, mais tu vas encore plus la plomber à long terme. Et ça, c'est un truc qu'il n'avait pas vu, quoi. Et donc on a eu une discussion sur ça. Voilà. Mais vous voyez, d'où l'importance de dire, par exemple, là, on peut vouloir mettre par exemple, réglementer les acquisitions et fusions. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a tout le débat sur les données, sur est-ce qu'il faut break-up, pas break-up. En tout cas, il y a tout le débat sur repenser la politique de la concurrence dans un monde de GAFAM, d'accord? Et on voit tout de suite que là, ça a un rôle. Vous voyez ça? On voit tout de suite que les rentes augmentent beaucoup et que la croissance est plombée, quoi. Donc on a un effet. Gordon était venu il y a quelques années vous dire il y a un déclin de la croissance, c'est une fatalité parce qu'on a inventé tout ce qui pouvait être inventé. Maintenant, on ne va plus rien inventer d'important. Moi, je dis non, je suis beaucoup plus optimiste que toi parce que je dis que c'est vraiment c'est une insuffisante politique de concurrence, une insuffisante régulation qui plombe la croissance américaine. Et donc ça, l'optimisme, c'est que tu peux faire quelque chose là-dessus. Tandis que chez Gordon, il y avait un peu le sentiment qu'il n'y avait rien à faire finalement. Et donc voilà les débats. Voilà un exemple où réguler le capitalisme peut être bon, peut à la fois stimuler la croissance, permettre l'innovation des nouveaux et réduire les inégalités, réduire la concentration des rentes. Vous voyez, donc ça, voilà un exemple concret. Voilà. Et ben le néolibéral, lui, ça ne l'intéresse pas. Il vous dira, moi, mais je laisse ce qui se passe aux États-Unis maintenant, mais fusion-acquisition, allez-y, mon coco. Tu veux financer les partis politiques librement, sans limite pour les riches, allez, vas-y, mon coco, etc. Et ça, voilà, le néolibéral dira, il n'y a aucun problème. Et moi, je dirais, non, il faut réguler. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est un premier exemple. Alors le deuxième exemple, peut-être que je vous laisse maintenant prendre quelques minutes de repos et on voit le deuxième exemple tout à l'heure et après je passe à la première partie du cours, proprement dit. Voilà, merci. Bon, on va reprendre hein, parce que le temps passe vite. Donc je voulais donner un autre exemple, qui explique qu'il faut réguler. Mais on y reviendra quand on parlera de politique industrielle, d'accord ? C'est l'exemple de l'innovation verte, en fait. Voilà. On sait que, d'abord, il y a eu... donc, en fait, on peut innover de différentes façons. On peut dire, ben voilà, il y a des rentes, et puis laissons les gens innover comme ils veulent, quoi. L'État n'a pas à se mêler, en gros. Voilà. Hein, on peut avoir une vision très friedmanienne, quoi. Pas ce Friedman-là, mais le Milton, qui dit, voilà, vous ne mêlez pas, laissez les entreprises faire ce qu'elles veulent, vous ne mêlez pas de ce qu'elles font. Vous occupez-vous de law and order. Et puis voilà, d'accord ? Et quelles sont les limites de cette vision? Eh bien, il y a un domaine important qui est l'innovation verte. On sait que le climat, ça va être beaucoup d'introduire, c'est les énergies renouvelables en particulier qui vont nous sauver, ou les énergies intermédiaires, et il faut en réduire le coût. Et pour réduire le coût, c'est l'innovation qui va nous permettre de faire ça. D'accord? Quand vous êtes dans un monde où il n'y a pas d'innovation, vous êtes condamné à être malthusien, parce que vous êtes condamné à vous dire, il y a des ressources limitées, dans un monde où c'est uniquement l'accumulation de capital qui génère la croissance, vous avez des ressources limitées, et bien à un moment donné, il faudra stopper la croissance, parce que sinon vous allez épuiser les ressources. Ou vous avez un capital, disons, limité d'air propre, et vous vous dites, je dois limiter la croissance parce que je ne peux pas faire autrement, je ne peux que me chauffer au charbon ou au fioul, et donc, voilà, et je dois faire attention parce que je vais créer l'irréparable, donc je dois réduire la croissance. Mais si vous êtes dans un monde d'innovation, vous pouvez dire non, ce n'est pas vrai, parce que je peux faire reculer les limites du possible. Le monde n'est pas fini, le monde est infini, parce que je peux toujours trouver des nouvelles sources d'énergie, je peux trouver qui sont moins polluantes. Et donc dès qu'on est dans un monde d'innovation, on sort de la logique malthusienne, qui est un peu ce que j'appelle la logique Greenpeace, avec le côté très sympathique de Greenpeace, mais il résonne typiquement dans un monde malthusien où les ressources sont limitées et finies. Eh bien non, parce qu'on peut reculer grâce à l'innovation. Mais le problème, c'est que l'innovation, elle est faite par des entreprises privées essentiellement. Et est-ce qu'elles vont aller spontanément vers ce qui n'est pas polluant? Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est là à nouveau un domaine où il faut réglementer le capitalisme. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un papier avec des co-auteurs, on trouve toujours les mêmes Vandrinen qui sera là, la plupart des co-auteurs seront présents en juin, et qui est dans le Journal of Political Economy, et on a regardé les voitures. Donc dans les voitures, on peut classifier
plus ou moins les innovations, les technologies. Donc on peut dire, voilà, les brevets automobiles, on peut dire qu'il y a des brevets pour les voitures électriques, des brevets pour les véhicules hybrides et les brevets pour les véhicules. Alors c'est compliqué parce que vous savez très bien que les voitures électriques ont des composants, et certains des composants sont faits eux-mêmes, pas forcément avec des technologies propres. Donc tout ça est compliqué, d'accord? Mais on peut classifier les brevets eux-mêmes en termes de brevets plutôt propres ou brevets plutôt pas propres, d'accord? Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce papier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données, on sait à peu près, on a sur toute la période 78-2005, on regarde tous les brevets dans l'automobile pour 80 grands pays, et on peut les classifier en brevets sales et en brevets propres, d'accord? Et on connaît le nom des gens qui ont breveté. Donc on sait leur histoire également, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Donc ça, c'est intéressant. Et donc on peut explorer cette information-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder la propensité à innover propre versus la propensité à innover sale. Et d'abord, la première chose, c'est que ça dépend du prix du carbone. Si vous augmentez le prix du carbone, le prix du fuel, eh bien, vous incitez à l'innovation verte. Donc, vous voyez, le prix du carbone, non seulement ça incite à consommer plus propre, mais ça incite à innover plus propre. Donc ça, c'est intéressant. Je peux, avec le prix du carbone, je peux diriger le changement technique. Ça, c'est une notion très intéressante. C'est-à-dire que les entreprises sont privées, mais moi, l'État, je peux diriger le changement technique à travers, par exemple, ma politique de prix du carbone. Donc ça, c'est intéressant, c'est un outil très puissant. D'accord ? Je peux aussi utiliser la subvention à l'innovation verte, qui est également un outil pour diriger le changement technique. D'accord ? Alors, un des trucs très intéressants que vous voyez là également, c'est que la propensité à innover clean dépend du stock de clean, c'est-à-dire dépend du stock de brevets propres de l'inventeur. Plus un inventeur a inventé clean dans le passé, plus il va innover clean maintenant. C'est ce que j'appelle en anglais le phénomène de past dependence, c'est-à-dire je dépends de l'histoire, quoi. C'est ma dépendance par rapport au passé, quoi. Past dependence. Et ça veut dire que c'est la chose suivante. Vous voyez, je peux être un bon cuisinier, je fais toujours la blague, je peux être un bon danseur et un bon cuisinier. Je suis plutôt danseur là aujourd'hui que cuisinier. Voilà. Et je tends à innover ce dans quoi je suis bon. Je ne cherche pas tellement à innover là où je ne suis pas bon. J'essaie d'innover là où je suis déjà bien. Et ça, on l'observe. Mais ce n'était pas forcément le cas. On aurait pu se dire que j'ai déjà beaucoup innové dans la danse, et ça, je commence à être saturé, et maintenant, je vais essayer d'innover ailleurs. Tu vois ? Mais il se trouve que non. Il se trouve que quand ça vient à innovation propre, innovation sale, l'effet qui domine, ce n'est pas l'effet de saturation, c'est l'effet de past dependence. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire plus on tend à continuer à faire ce qu'on fait déjà bien. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une économie livrée à elle-même, où la plupart des entreprises innovaient plutôt dans les moteurs à combustion, vont continuer d'innover dans les moteurs à combustion, et pas dans l'électrique, ou moins dans l'électrique. Donc, il y a un rôle de l'État pour rediriger le changement technique vers le propre. Alors évidemment, au début, si je force, et si Elie est très bon dans, je ne sais pas moi, si tu es cuisinier, tu es bon cuisinier, tu n'es pas cuisinier. Bon, mais je n'ose pas dire danser, tu n'aimerais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, voilà. Mettons que tu es un bon cuisinier. Si Elie est très bon cuisinier, et je te dis, Elie, je te défends d'innover dans la cuisine, et tu t'obliges à innover ailleurs. Pendant un certain temps, tu vas réduire la croissance. Donc, il y a toujours un coût en termes de croissance d'avoir une politique environnementale. Mais un jour, je vais forcer Elie à innover dans la cuisine, et puis à un moment donné, non, il est bon cuisinier, je vais l'obliger à danser. Et donc, je vais l'obliger à innover dans la danse, et à un moment donné, il va devenir tellement bon en danse que je peux arrêter de l'obliger. Comme il sera devenu meilleur en danse, de lui-même, il va continuer à innover dans la danse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a quand même... donc, c'est une économie privée. Elie, il est une entreprise privée, mais moi, l'État, je peux diriger son changement technique à travers la taxe carbone ou à travers des subventions à la recherche. Je peux dire, je te subventionne si tu innoves dans la danse et pas si tu innoves dans la cuisine. Et comme ça, il va du bon côté. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que l'économie livrée à elle-même, eh bien, elle va pas nécessairement, spontanément, là où il faut qu'elle aille. L'innovation ne se fait pas spontanément là où elle devrait se faire. Et là, il y a un rôle de l'État.
Voyez, voilà un rôle pour diriger le changement technique. Je crois que c'est une idée importante. Vous voyez là, je regarde sans rien, avec les régressions qu'on a, voilà ce qui se passerait sur les... Il y a une augmentation tu vois, beaucoup les brevets sales, les brevets propres. On voudrait que ça rattrape, tu vois. Eli est très bon là, mais il est moins bien là. Et je voudrais que ça rattrape là. Sans rien, et bien voilà ce qui se passe. J'augmente de 10% le prix de l'essence. Voilà ce qui se passe, de 20, de 40. Et de 40, en 2020, il rattrape. Bon, voilà, ça, c'est avec la simulation qu'on a fait là. Mais voilà comment la puissance, comment l'idée de dire de lui-même, la firme privée ne ferait pas ce que vous voulez et vous devez réglementer. Donc ça, c'est une idée, à mon avis, très importante de réglementation du capital. L'innovation, elle est bien, mais elle ne vous mène pas nécessairement là où vous voulez aller. D'accord ? Alors la question, est-ce que c'est l'État qui va faire ça tout seul ? Ou est-ce que c'est pas où l'État lui-même est imparfait? L'État peut être capturé. Donc peut-être que c'est les consommateurs, c'est la société civile qui va vous pousser. Il y a tout le débat sur la corporate social responsibility qu'on va traiter plus tard. Donc est-ce que c'est seulement l'État? Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Donc voilà des choses dont nous allons parler dans le cours. D'accord? Donc voilà, donc je voulais simplement... Donc le plan du cours maintenant, donc ça conclut ma longue introduction. Et le plan du cours, donc en fait, ce que je vais commencer par faire, c'est de faire le pigouvien. C'est quoi l'approche pigouvienne? C'est en gros de dire l'État, c'est un dictateur bénévole, d'accord? Et donc il va maximiser le bien-être. Et donc, il va faire les bonnes politiques. Il est conscient qu'il y a des imperfections de marché, qu'il y a des choses à faire respecter, et l'État va prendre les bonnes politiques pour stimuler la création d'idées nouvelles et d'entreprises nouvelles, pour assurer, il va trouver la bonne fiscalité, etc. Qu'est-ce que ferait un État bénévole, d'accord? Alors, il peut avoir différentes fonctions objectives, mais en gros, c'est ça. Avec l'idée que l'État est parfait, que l'État, il sait ce qu'il faut faire, d'accord? Donc ça, c'est toute approche pigouvienne. Je vais faire ça aujourd'hui et la prochaine fois, d'accord? C'est un peu, ça, c'est ce que j'ai fait un peu on a fait dans les livres Repenser l'État, que je reprends, Changer de modèle avec Eli, qu'on a écrit, et voilà. Et donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour stimuler une économie d'innovation si on est des dictateurs bénévoles, d'accord? Et puis, après, je vais me dire, mais je vais commencer après à lever le petit doigt, je vais dire, mais vous savez, il y a des fois des réformes, il faut les faire bien. Par exemple, la taxe carbone l'an dernier, faite d'une mauvaise manière, ça vous donne les gilets jaunes et ça stoppe le processus de réforme. Donc il y a tout ce qu'on appelle l'économie politique de la réforme. Donc je vais essayer de parler un peu de l'économie politique de la réforme. Comment je peux faire une réforme qui ne conduit pas à un blocage de la société? D'accord? Comment elle est perçue plus juste? Comment je dois faire? Vous voyez, comment je dois concevoir la réforme? Donc ça, je vais en parler un petit peu, d'accord? Donc je m'écarte un peu du pigouvien, encore que c'est toujours pigouvien, mais c'est de me dire, je prends en compte en tant que dictateur bénévole le fait que les réformes doivent être acceptables. Comment je fais pour les rendre acceptables, d'accord? Donc ça, c'est déjà aller un stade plus loin. Mais après, je vais aller à un stade encore plus loin et je vais me dire, mais non, Jean-Jacques Lafont qui va au Conseil d'analyse économique et qui dit, mais ça ne marche pas comme ça, il y a des problèmes d'agence, c'est-à-dire que l'État, d'abord, n'est pas forcément informé. Par exemple, dans la politique industrielle, l'État, il ne sait pas forcément quels sont les bons secteurs et les mauvais secteurs. Il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, ou il peut être capturé, il peut être sensible à des groupes de pression. D'accord? Donc ça, je vais parler de la capture. Donc il y a les asymétries informationnelles, il y a les problèmes de capture. Donc il y a des modèles très intéressants de capture. Et donc, voilà, et je montrerai notamment comment, par exemple, le passage à une économie d'innovation peut être bloqué quand on a un gouvernement qui est sensible à la capture, quand il peut être capturé par les intérêts privés. Par exemple, c'est très important ce phénomène de capture. Par exemple, en Corée, la Corée a eu une période de rattrapage. C'est les fameux chaobols, hein, les chaobols. Alors s'il y a quelqu'un, je ne sais jamais prononcer exactement parce que mon coréen est très approximatif, hein, ça s'écrit comme ça. Les gros conglomérats coréens, c'est les chaobols, d'accord? Bon, il s'est développé pendant la période de rattrapage en Corée, les chaobols. C'est une espèce de gros mastodontes. Et voilà, et le danger, c'est que ces gros mastodontes, ils ont empêché l'entrée dans les marchés. Ils sont devenus trop gros. Et ils ont les moyens aussi de dire au gouvernement, ne laissez pas rentrer. Ce n'est pas seulement qu'ils peuvent mettre des barrières à l'entrée, ils peuvent empêcher les gouvernements de mettre en place des politiques qui favorisent la concurrence. D'accord? Pareil pour les kiretsus. Alors, je ne sais jamais qu'employer le mot kiretsus japonais. Je ne sais pas où on met des Y. De toute façon, ce n'est pas en lettres latines. Je ne sais jamais
je ne sais jamais s'il faut mettre un Y là ou pas. Je crois que c'est bon. Donc, c'est les gros conglomérats japonais, c'est les keiretsu, la même chose. Le Japon, donc, pendant la période d'après-guerre, se sont beaucoup développés ces keiretsu, et ces keiretsu plombent la croissance japonaise. Et la question, c'est comment tu surmontes ce problème-là. D'accord ? Donc ça, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire que pendant la période de rattrapage, on sait qu'il faudrait passer d'institutions qui sont favorables au rattrapage à des institutions qui sont favorables à la croissance par l'innovation, que ce n'est pas les mêmes, il faut beaucoup plus de concurrence, il faut beaucoup plus de fluidité, il faut beaucoup plus, etc. Mais ces grosses boîtes, ces grosses firmes qui se sont développées dans la période de rattrapage peuvent dire, ben voilà, moi maintenant, je ne veux pas passer à un système, même si ça donne plus de croissance au pays, moi je n'ai pas intérêt à passer à un système qui ait plus de concurrence. Donc comment on traite ces problèmes? Et c'est toute la problématique de ce qu'on appelle la middle income trap, la trappe de développement moyen. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont de la croissance et puis qui arrêtent de croître parce qu'il y a des forces économiques qui sont devenues très fortes et qui empêchent les gouvernements de faire les changements institutionnels nécessaires pour passer d'une économie de rattrapage à une économie d'innovation. Donc ça, je vais beaucoup regarder ça, d'accord? Et je vais parler aussi de l'économie politique en matière de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement. Là, Christian Gaulier a écrit un livre passionnant, Le climat ou la fin du mois, où il montre un peu toutes les contraintes, tout ce qui rend très difficile de mettre en œuvre une taxe carbone en France digne de ce nom, etc. Et comment on peut surmonter ça. Donc ça va être un peu le cours après l'approche pigouvienne. Et alors on va dire, évidemment, comme les gouvernements comme il y a des problèmes d'information, de capture, etc., que l'État est imparfait, il y a ce qu'on appelle des government failures, de la même manière qu'il y a des market failures, eh bien on va se demander s'il y a des contre-pouvoirs qui peuvent aider. Alors, par exemple, les juges, Maskin et Tirole, prix Nobel d'économie 2014, avec Eric Maskin, prix Nobel de je ne sais plus quelle année d'avant, ont beaucoup travaillé sur le rôle des juges. D'accord? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a le rôle des normes sociales, toujours Tirole avec Roland Benabou. Les normes sociales peuvent aider beaucoup, et l'évolution de ces normes. Les médias, évidemment. Je parlerai beaucoup des médias. Et puis, je parlerai de la corporate social responsibility, c'est-à-dire la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, comment elle s'articule à l'organisation des marchés et au rôle de l'État. Voilà, donc ça sera... Et puis, il y a un peu le corridor, ce que Acemoglu et Robinson, dans un nouveau livre, appellent les corridors, donc je parlerai de ce livre, et il dit quel est l'équilibre entre l'État et la société civile, comment, en gros, le progrès nécessite des deux, quoi. Que de l'État sans société civile, ça ne marche pas. Que de la société civile sans État, ça ne marche pas. Et il faut un bon mélange d'État et de société civile pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. J'essaierai d'expliquer un peu comment ils réfléchissent à cette question-là. D'accord? Donc ça sera le cours numéro 4. D'accord? Ensuite, je vais parler de l'histoire de la formation de l'État comme pilier de la prospérité. Comment on est passé d'un État très régalien à un État où il y a un système de sécurité sociale. Je parlerai de Humboldt en Allemagne, je parlerai de Bismarck, on parlera de Jules Ferry, on parlera de comment le Japon, après être forcé de faire des accords commerciaux à la fin du XVIIIe siècle, décide de se doter d'un système éducatif digne de ce nom, etc. Comment la concurrence militaire et économique oblige les États à se doter d'institutions qui, après, favoriseront la croissance, et donc à construire ce qu'on appelle un state capacity, c'est-à-dire des États capables de lever l'impôt et capables de s'engager dans des grands investissements. Donc ça ne s'est pas venu comme ça, donc ça s'est fait, et j'essaierai de comprendre un peu le processus de formation des États, mais d'un point de vue économique. Et puis après, je parlerai de démocratie, c'est-à-dire quel est le rôle de la démocratie dans la croissance pour l'innovation, en quoi est-elle importante, et comment s'opère la transition démocratique, et dans quelle mesure est-elle réversible ou irréversible. Et je terminerai le cours en faisant ça. Voilà un petit peu le menu des réjouissances pour le reste. Hein. Voilà. Bon, il me reste, donc je vais commencer, là, je passe au premier chapitre. Hein. Voilà. Alors, voilà, donc le pivot là. Alors, je vais animer diaporama à partir du début. Donc, d'accord, je reparle toujours de mon truc schumpeterien. Voilà l'approche pigouvienne. Alors, l'approche pigouvienne, c'est l'idée suivante, c'est de dire, voilà, je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes avec l'innovation. L'innovation est des externalités technologiques. Je sais qu'il y a la protection des rentes. Je sais qu'il y a le problème des innovateurs d'hier qui deviennent des intérêts acquis qui bloquent le système aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire?
Et je vais parler de 4 outils qui sont importants, mais je vais me placer d'un point de vue, qu'est-ce qui serait optimal de faire, d'accord? Sans me dire qu'il y a des défaillances de l'État et des problèmes incitatifs entre le principal qui est les citoyens et l'agent qui est l'État. Donc investir dans les idées, donc je vais parler beaucoup d'investir dans les idées, ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais parler un peu de concurrence et de droit de propriété intellectuelle. Et la prochaine fois, je parlerai de domestiquer le risque macroéconomique et les risques microéconomiques, je parlerai, et le travail, le marché du travail, et je parlerai pas mal de réformer la fiscalité, et je poserai la question, qu'est-ce que c'est comment penser à la fiscalité dans une économie d'innovation? Voilà. Et en quoi c'est différent de penser à la fiscalité dans une économie où il n'y a pas l'innovation. D'accord? Et ça sera les outils principaux. Voilà. Et c'est ça c'est le plan d'aujourd'hui et la prochaine fois. Et après, je sortirai du Pigouvien. D'accord? Donc, investir dans les idées. Bon, d'abord, il y a l'école. Alors, l'école, en fait, si vous voulez, il y a la théorie du capital humain. Alors, le capital humain et la croissance. Il y a plusieurs façons de voir le capital humain. Une façon, c'est de dire, eh bien, le capital humain, c'est comme un facteur de production. Vous voyez, il y a le capital, il y a le travail pur, comme je veux dire en anglais, raw labor, le travail de force de travail, si vous voulez, et il y a le capital humain, qui est en fait la qualité du travail. Voilà. Et une approche, c'est de dire, eh bien, de la même manière que je dois accumuler du capital pour créer de la croissance, il faut que j'accumule du capital humain pour créer de la croissance, d'accord? Donc, il faut que j'augmente l'investissement en éducation et que j'augmente l'investissement en santé, parce que les deux grandes dimensions, c'est éducation, santé, parce que tout ça, être en bonne santé ou être bien éduqué, ça augmente la qualité du capital humain, d'accord? Donc ça, c'est une vision où, pour faire de la croissance, je dois augmenter. C'est l'augmentation du stock de capital humain qui crée de la croissance. C'est la vision Lucas, qui était encore un autre prix Nobel, Lucas-Becker. Voilà, deux prix Nobel. Ça, c'est la vision Lucas-Becker. Mais il y a une autre approche qui, moi, est plus la mienne, qui est de Nelson et Phelps. Et Phelps, il sera là aussi en juin. Donc, Nelson-Phelps. Et Nelson-Phelps, pour eux, voilà, et Nelson Phelps, eh bien, l'idée de Nelson Phelps, c'est de dire, ce n'est pas tellement l'augmentation de capital humain qui génère de la croissance, c'est le stock de capital humain. Et pourquoi? Quelle est l'idée de Phelps? L'idée de Phelps, c'est de dire, si j'ai davantage de capital humain, si j'ai une population davantage éduquée, alors on peut mesurer ça par la qualité de l'éducation, par le nombre d'années, ça on verra, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils seront mieux à même d'absorber des technologies frontières. Et donc, on va pouvoir aller plus vite, converger vers la frontière. Ils appellent la frontière technologique la best practice. C'est beau comme nom, best practice. Hein? Donc, il dit, voilà, il y a un truc qui s'appelle la best practice, et moi, si je suis davantage éduqué, je peux davantage m'approprier ma capacité d'absorption. Là, c'est Cohen-Levinthal, absorptive capacity. Mon absorptive capacity, elle est mise en valeur par davantage de stock d'éducation. Donc, l'idée, c'est que le stock d'éducation influe sur la croissance. La question, c'est comment je mesure le stock d'éducation. Alors, il y a une manière qui marche très bien, c'est par les tests. Par exemple, les tests PISA. Hein, des trucs très importants, c'est les tests. Il y a d'autres tests que PISA, mais voilà, hein, les tests. Et ça, en général, ça marche très bien. C'est-à-dire que les pays avec des bons tests PISA, ça aide à la croissance. Voilà, vous améliorez vos tests PISA, c'est certainement une bonne chose. D'accord? Parce que vous augmentez votre capacité d'innover et de vous adapter aux changements technologiques. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne mesure, elle marche très bien. Donc c'est pour ça que tout ce qui peut aider à améliorer la qualité du système éducatif mesuré par les tests PISA est une bonne chose. Comme vous savez, en France, il y a une détérioration de nos tests PISA et surtout, il y a une de plus en plus grande dépendance des tests PISA à l'origine socio-économique. À l'origine sociale de l'individu. Donc ça, c'est des choses très préoccupantes chez nous, auxquelles il faut vraiment s'attaquer. D'accord? Donc ça, voilà, l'éducation, c'est la base. Alors évidemment, l'éducation, vous pourriez dire, mais je peux être dans un système où chacun de nous investit dans son éducation, parce qu'à la limite, si en m'éduquant, j'augmente ma valeur de marché, je vais aller emprunter à la banque, et puis je dis à la banque, écoutez, si j'acquiers un meilleur diplôme, ça va me donner des salaires plus élevés, et grâce à ça, je pourrai vous rembourser. Mais en fait, il y a des problèmes, c'est que pourquoi c'est pas... Donc on pourrait dire, finalement, on laisse les gens s'éduquer eux-mêmes, hein, puisqu'ils ne sont pas idiots, ils choisiront les idiots. Le problème avec ça, c'est qu'il y a deux types de problèmes.
Un problème, c'est les externalités. De la même manière que j'ai des externalités d'innovation, j'ai des externalités d'éducation. Quand je m'éduque, ce n'est pas seulement ma valeur à moi que j'améliore, c'est celle des gens qui travaillent avec moi, parce qu'évidemment, j'apprends aux autres. Et puis mes enfants, on sait par exemple l'importance de l'influence parentale dans le niveau éducatif des enfants. Hein, il y a eu des études, notamment par Meguiar et par d'autres, qui montrent l'importance très grande de la famille dans l'éducation. D'accord ? Et puis, j'augmente la croissance dans son ensemble, je contribue, j'augmente la capacité qu'a l'économie dans son ensemble de faire le rattrapage technologique. Donc vous voyez que c'est important d'investir, que l'État investisse, parce que l'individu, il ne va pas internaliser ça. Moi, je ne vais pas internaliser le fait que si je m'éduque, j'aide les autres à s'éduquer, que j'aide mes enfants, etc. Donc, il tend à y avoir sous-investissement en éducation, rôle de l'État pour éduquer. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, quand vous regardez les figures, c'est que vous voyez que là, si je regarde en nombre d'années d'études, on ne voit pas grand-chose. Vous voyez, le nombre d'années d'études, ce n'est pas ça qui est tellement important, c'est la qualité de l'éducation. Ce n'est pas tellement uniquement combien vous investissez, c'est les scores. C'est très important. Quand vous investissez dans l'éducation, c'est aussi la gouvernance de vos investissements. Vous devez vous assurer que vous allez avoir une bonne qualité d'éducation. Donc ça, la première chose, c'est l'éducation. Et donc, ça, c'est crucial. Voilà. Dans les pays, un certain nombre de pays, eh bien, l'éducation, pour nous, ça a été très important d'avoir un bon niveau d'éducation. La Chine n'aurait jamais fait le rattrapage qu'elle a fait si les gens étaient analphabètes, quoi. Ça serait pas, voilà. En Chine, tout le monde sait lire, écrire. Il y a un système éducatif très développé. Certainement, ça a contribué au fantastique rattrapage chinois. Ils ont pu absorber les technologies beaucoup plus facilement parce qu'ils ont massivement investi en éducation. D'accord ? Alors, il y a maintenant la recherche fondamentale et l'université. Alors, donc ça, c'est intéressant. Là, je vois financé par et effectué par. Vous voyez, la R&D effectuée par l'industrie est financée par gouvernement et industrie. La R&D effectuée par les universités est essentiellement financée par le gouvernement et les universités elles-mêmes. Mais les universités elles-mêmes, c'est des institutions qui ne sont pas faites pour faire des profits. Alors, je vous en parlerai des universités aux États-Unis. D'accord ? Mais très peu, le secteur privé ne finance pratiquement pas l'université. Donc, vous avez besoin ou bien que l'université se finance elle-même, avec des endowments, si vous voulez, ou qu'il y ait l'État qui finance les universités. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est surtout vrai. C'est vrai pour la R&D, mais c'est vrai pour la recherche fondamentale également. Vous voyez que l'industrie ne finance pratiquement pas la recherche fondamentale dans les universités et les non-profit. C'est les universités elles-mêmes ou les gouvernements qui financent ces investissements. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi la recherche fondamentale. Donc, il y a d'abord un premier argument. Pourquoi la recherche fondamentale, je dois la faire j'ai besoin de l'État, ou en tout cas, je ne peux pas la faire dans des entreprises privées. Alors d'abord, on peut dire la recherche fondamentale. On peut dire, voilà, une idée, c'est très schématique, parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas comme ça. Donc, je vois déjà des gens parmi vous qui me disent « Mais non, ça ne marche pas comme ça, etc. » Mais on peut dire que, voilà, en gros, une idée, ça se développe comme ça. Mais c'est pas vrai. Le modèle n'est pas vraiment linéaire, parce que ça peut boucler. Mais en gros, il y a l'embryon d'une idée. J'appelle I0. Et puis l'idée, on la développe. Ça fait I1. Et puis ça fait I2, etc. IT-1, IT. D'accord ? Et là, je commercialise. D'accord ? Bon, c'est très schématique. Mais une idée donne une idée qui donne une idée. Alors peut-être qu'une idée donne une idée qui démarre une autre branche. Vous voyez ? Qui là va donner autre chose. Ça fait J1, J2, etc. Puis après, ça peut brancher autrement. Vous voyez ? Donc les idées, c'est des choses qui peuvent boucler. Voilà, les idées, mais en gros, on peut dire que voilà, on peut voir une idée comme quelque chose de fondamental qui se développe en quelque chose de moins en moins fondamental. Il y a, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux manières de faire l'idée. On peut dire, voilà, on peut laisser au chercheur la liberté de faire ce qu'il veut. Vous voyez, par exemple, nous, on est libre. Je peux travailler sur une idée, mais je peux décider demain qu'il va peut-être progresser vers ce C, mais je peux décider demain que j'ai envie de bifurquer et aller ailleurs. J'ai la liberté de le faire. D'accord ? Si je suis chercheur dans une entreprise, alors plus ou moins, je suis l'extrême, l'entreprise peut quand même me dire « Non, je veux que tu recherches sur ça et pas sur ça ». Tu vois, elle peut davantage me diriger dans ce que je fais. D'accord ? Donc, en fait, la question, c'est qui va contrôler l'agenda de recherche. Est-ce que c'est moi qui contrôle mon agenda ou est-ce que je travaille dans une entreprise où on contrôle mon agenda, d'accord ? Et en gros, si vous voulez, on peut dire, ben voilà, dans un stade qui est très préliminaire d'une idée, on ne sait pas trop où on va, d'accord ? Et donc, quand on ne sait pas trop où on va,
pourquoi pas laisser la liberté? Parce qu'on ne sait pas trop où ça se développe. Et puis c'est très dur de dire va là et pas là. Déjà, c'est difficile de le dire. Et puis deux, il y a autre chose, c'est qu'en échange de notre liberté, on est moins cher. D'accord? On coûte moins cher, mais parce qu'on a la liberté en échange. Moi, une fois, j'ai travaillé à la Baird pendant quelques années. Et quand je suis allé à la Baird, tout d'un coup, mon salaire a augmenté. Du coup, au début, j'étais très content que mon salaire augmente. Puis après, j'ai réalisé que je perdais un peu ma liberté. Vous voyez? Donc, j'ai bien vécu cette... c'était très sympathique, hein, mais j'ai bien vécu cet arbitrage entre liberté et salaire. Vous voyez? Donc, en gros, on se dit, voilà, les stades préliminaires, surtout qu'on ne sait pas trop où ça va, il vaut mieux que ça soit fait à l'université, parce qu'on veut d'abord peut-être une liberté, aussi, et ça coûte moins cher. Et puis, il y a autre chose aussi à l'université, c'est que les gens peuvent commercer librement, il y a une ouverture. Peut-être que les idées, moi je peux commencer un tout début d'idée, mais Élie va continuer, il va savoir comment continuer. Puis moi peut-être je reprends le flambeau, et puis lui il reprend, vous voyez. Je veux qu'on puisse se parler librement, c'est très important de pouvoir communiquer librement. Donc c'est optimal que la recherche fondamentale se fasse dans des endroits où la liberté est laissée. C'est typiquement les universités, les labs. Par contre, quand on est beaucoup plus proche du produit final, là on veut que la personne se focalise. Et surtout qu'il y a concurrence avec quelqu'un d'autre, donc il faut y arriver vite, quoi. Et donc on veut on veut pas qu'il se perde dans des trucs. Donc là, on est prêt à payer beaucoup quelqu'un pour qu'il se focalise sur le truc, d'accord? Et puis on a peur de se faire piquer l'idée par quelqu'un d'autre. On ne veut pas tellement que le type discute avec d'autres gens, parce que là, on est proche de la commercialisation et on ne veut pas qu'on nous pique notre idée. Donc on voit que c'est très typiquement, la recherche fondamentale tend à être faite plus dans l'université ou dans des endroits où la liberté et l'engagement à ce qu'est la liberté, c'est non-profit. Parce que si c'est un endroit qui fait des profits, c'est très dur de s'engager à ne pas focaliser. Tandis que si l'institution est non-profit, c'est beaucoup plus facile de tenir cet engagement. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, on voit tout de suite que la bonne recherche, c'est les idées, elles ne viennent pas comme ça. Alors le problème en France, c'est qu'en France, on croit que l'innovation, elle part de là. En France, un grand parti, je caricature évidemment pour vous distraire, hein, parce que sinon je vais choquer encore beaucoup, mais en France, on pense que l'innovation, c'est ça. Vous voulez doper l'innovation en France, eh bien vous tapez dans le dos de quelques grandes entreprises, hein, qui sont là, et vous ignorez complètement cette partie-là. Vous voyez ce que je veux dire? En France, c'est typiquement ça. L'aide à l'innovation, c'est l'aide à des grandes entreprises. Ce n'est pas l'aide à l'université, ou très peu, l'aide à l'université, à la recherche fondamentale. Or, malheureusement, là où on innove beaucoup, c'est là où il y a de la recherche fondamentale. La Silicon Valley, elle est près de Stanford. La route 128, c'était près de Harvard MIT. Et si vous n'aviez pas la Stanford, vous n'auriez pas la Silicon Valley. Et si vous n'aviez pas Harvard MIT, vous n'auriez pas la route 128. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'ici, on a beaucoup de mal à comprendre. Et voilà, donc si vous voulez, donc il y a l'idée du rôle de l'État. L'État doit être là, pas juste pour aider à ce stade, l'État doit être là pour soutenir la recherche fondamentale, même si on ne sait pas où elle va mener, la recherche fondamentale. Mais c'est très important. Les Chinois le comprennent très bien. Ils donnent alors le problème qu'ils ont, c'est la liberté. Donc c'est intéressant de poser le problème de la Chine avec le schéma que je viens de dire. Est-ce que la Chine va devenir un pays d'innovation à la frontière? Ils mettent énormément de moyens là également, mais il n'y a pas vraiment de liberté. Alors le pari qu'ils font, c'est de dire, moi les chercheurs, je les attire des États-Unis. C'est-à-dire que je vais resquiller, hein, je vais freerider, comme on dit freeride en anglais, sur la liberté des autres, quoi. En gros, ayez la liberté aux États-Unis, je viens et je vous prends les meilleurs chercheurs américains, et est-ce que c'est un modèle qui va leur permettre de devenir innovation frontière? C'est une grande question qui se pose à propos de la Chine. Vous voyez, donc là, c'est intéressant, c'est que la recherche fondamentale a besoin d'universités, et les universités ont besoin de soutien de l'État. Et ça, c'est vrai si vous voulez vraiment faire de l'innovation frontière. Si vous êtes dans le rattrapage, ça n'a pas d'importance de ne pas investir dans la recherche et dans l'université. La France des 30 Glorieuses, eh bien, c'est pas grave que... Enfin, c'est jamais bon qu'on sous-finance l'université, mais les grandes écoles, on finance. On a écrit un rapport là-dessus avec Elie en 2001, Éducation et croissance. On dit, l'économie de rattrapage, ce n'était pas un problème que nous financions essentiellement les grandes écoles et pas tellement le primaire, le secondaire, les grandes écoles. Ce n'était pas très grave de ne pas mettre beaucoup d'argent dans les écoles doctorales. Tandis que quand vous êtes une économie d'innovation, ça devient très important. Vous pouvez dire c'est vos élucubrations, monsieur Aguillon, mais en fait, il y a des choses, voilà, il y a des régressions pays. En fait, celle-là, ce que je vous dis simplement, c'est qu'elle montre les taux de croissance entre pays, et elle montre que fraction, c'est la fraction
des personnes dans le pays, de la population qui a un diplôme universitaire, et on voit que plus on est proche de la frontière technologique. Donc quand je dis un pays est proche de la frontière technologique, ça veut dire qu'il a un PIB par tête qui est plus proche du PIB par tête américain, qui est le plus important au monde maintenant. Plus un pays a un PIB par tête élevé, donc plus il a rattrapé déjà, donc plus c'est l'innovation qui devient le moteur de croissance. Quand vous avez déjà un PIB très élevé par tête, ça veut dire que le rattrapage, vous l'avez déjà fait. C'est l'innovation qui va vous faire croître. Quand vous êtes avec un PIB par tête très bas, c'est essentiellement le rattrapage qui va vous faire croître. Eh bien, d'un pays qui a un PIB par tête très élevé, eh bien, c'est important d'avoir une fraction plus importante de gens avec des diplômes universitaires. Alors, c'est vrai au niveau pays, mais c'est vrai au niveau État américain. On peut regarder que quand vous avez des États américains qui sont proches de la frontière, alors la frontière technologique chez eux, c'est la Californie, en termes de PIB par tête. Quand vous avez un État américain dont le PIB par tête est proche du PIB par tête de la Californie, eh bien, d'investir dans Research Education, ça vous fait croître beaucoup plus que si vous êtes un État américain qui est loin de la frontière technologique, comme l'Alabama, le Mississippi, etc. Vous voyez que donc, il y a vraiment l'idée, vous voulez devenir une économie d'innovation, vous êtes une économie déjà qui a rattrapé, vous êtes une économie maintenant qui se repose essentiellement sur l'innovation pour croître, eh bien, vous avez besoin d'investir davantage dans la recherche fondamentale et dans l'éducation supérieure. Voilà, donc ça, c'est vraiment un investissement important. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a eu aux États-Unis, évidemment, les universités qui ont des dotations importantes, mais également, il y a eu la National Science Foundation qui a été créée, qui est également très importante, et il y a eu tout un système pour la NIH, la National Institute of Health, qui également c'est toute une série d'un dispositif de financement de la recherche fondamentale qui est évidemment beaucoup plus important que chez nous. Voilà, par exemple, là, vous voyez, là, les États près de la frontière, States at the frontier, c'est vraiment Research Education qui est important, tandis que quand vous êtes dans des États loin de la frontière, c'est surtout investissez dans le premier cycle ou le second cycle, mais moins, ce n'est pas aussi important d'investir dans le troisième cycle, d'accord? Alors, l'autonomie est aussi importante. Plus vous avez de l'autonomie, plus eh bien, la performance de l'université est bonne parce qu'il faut laisser la liberté. Et c'est très important d'avoir, je disais tout à l'heure que la recherche fondamentale doit être très libre, eh bien, c'est important que les universités aient la possibilité de décider de leur budget, de décider qui elles embauchent, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la création de nouvelles entreprises. Alors, voyez, regardez, ça, c'est très intéressant. Ça vous parle du dynamisme des entreprises dans différents pays. C'est-à-dire, ce que je mets en abscisse, c'est l'âge de la firme, et ce que je mets en ordonnée, c'est la taille de la firme. Et vous voyez qu'aux États-Unis, eh bien, les entreprises, elles croissent avec l'âge, et alors qu'en Inde, elles croissent très peu. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'à la fois aux États-Unis, j'ai les moyens d'investir et de croître, et d'investir en recherche, donc je peux me développer, mais ça veut dire aussi que c'est un effet de sélection. Ça veut dire qu'aux États-Unis, si je suis une entreprise qui ne peut plus croître, je tends à être éliminé par d'autres qui arrivent à croître. Et ça aussi, ça participe à cette courbe. En Inde, qu'est-ce qui se passe davantage? J'arrête de croître. Si même je ne suis pas très bon, comme les entreprises meilleures ne peuvent pas croître beaucoup, alors elles ne croient pas beaucoup parce qu'il y a peut-être des contraintes de crédit, parce qu'en Inde, on met que les beaux-frères et les belles-sœurs à la tête des divisions. Quand on n'a plus de beaux-frères et de belles-sœurs, on arrête de faire de la croissance. Voilà, donc je plaisante, mais parce qu'on n'a pas confiance. Voilà, et nous, on est à peu près comme le Mexique. Vous voyez, la France est à peu près là, vous voyez? Ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que ça se traduit par des différences en termes de distribution de productivité. Vous voyez, les États-Unis, ils ont beaucoup de firmes. Les firmes pas productives, vous n'en avez pas beaucoup aux États-Unis parce qu'elles ne survivent pas longtemps. Tandis qu'en Inde, comme les entreprises qui sont très bonnes ne peuvent pas croître beaucoup, ça permet à des entreprises moins performantes de rester. D'accord? Alors donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est favoriser le dynamisme chez nous. Ben, il y a d'abord, pour favoriser le dynamisme, il y a le Small Business Act, qui est une chose importante. D'accord? Donc, qui permet, eh bien, le long du cycle, je parlais tout à l'heure du cycle économique, le long du cycle, de garantir que les petites entreprises, elles ont toujours, eh bien, si elles ont des coups durs, eh bien, il y a toujours le Small Business Act qui en fait, c'est comme un stabilisateur automatique pour les petites entreprises, d'accord? Il y a la Banque publique de développement qui fait du financement maintenant, mais il y a également le crédit impôt recherche. Alors, le crédit impôt recherche en France, je pense que c'est quelque chose de très important. Je ne serai jamais en faveur de réduire d'1 centime le montant du crédit impôt recherche. Mais il y a le problème de l'allocation du crédit impôt recherche. En deçà de 100 millions d'euros,
les dépenses de R&D sont subventionnées à 30%. Au-delà de ce seuil, elles sont subventionnées à 5%. Vous pourriez vous dire, ça aide les petits. Mais en fait, non, c'est pas vrai, c'est pervers, ça. Donc, je pense que ceux qui ont conçu ça ont cru de bonne foi qu'en ayant un truc comme ça aidait les petits. Mais en fait, ça ne les aide, c'est pas ça qui se passe. En fait, parce qu'on peut raisonnablement estimer que même sans le crédit impôt recherche, les entreprises les plus grandes auraient de toute façon dépensé au moins 100 millions d'euros en R&D. Voyez? Et donc, une caractéristique majeure, en fait, du crédit impôt recherche en France, c'est qu'il bénéficie, en fait, dans les faits, principalement aux grandes entreprises, en particulier depuis la réforme de 2008. Les 100 bénéficiaires les plus importants recevaient 34% de l'enveloppe totale du CIR. Pour les plus grands groupes, les 20 plus grands groupes, le crédit d'impôt inframarginal représente 60%. C'est-à-dire que 600 millions d'euros de subventions peu efficaces, puisque vous subventionnez des choses qu'ils auraient fait en tout cas. Ces gens-là auraient en tout cas subventionné ces investissements-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on subventionne essentiellement en disant je subventionne jusqu'à 100 millions d'euros à 30%, en fait, je subventionne des entreprises qui de toute façon auraient fait ça. Donc, c'est un effet d'aubaine pour ces entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises, ces 20 grands groupes reçoivent une part croissante du crédit impôt recherche, tandis que leur importance relative en termes d'émissions de brevets, d'innovation, a chuté. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez regarder au total les taux de subvention. Et vous voyez qu'en France, il est le même pour les grandes et les petites et moyennes entreprises, alors qu'en Grande-Bretagne, il est beaucoup plus grand pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes entreprises. Vous voyez? Donc moi, je pense, une chose qu'on peut en discuter, mais une solution possible, ça serait en fait de s'inspirer de la structure progressive de l'impôt sur le revenu pour mieux cibler le crédit impôt recherche. On pourrait ainsi imaginer un taux marginal de subvention qui s'accroît en fonction de l'intensité en R&D de l'entreprise, défini comme le ratio entre les dépenses en R&D et le chiffre d'affaires. Et donc, il y a en tout cas ça ou peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Donc, à enveloppe constante, parce que je crois que c'est un bon impôt. Je ne suis pas pour toucher du tout en termes de masse totale, mais je pense qu'il peut être mieux ciblé sur les petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc, voilà une solution très, très concrète. Alors, il y a la politique industrielle, et je veux parler juste de la politique industrielle. Et juste pour terminer, les 4 minutes qui me restent, elle était à la mode au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'agissait de reconstituer le stock de capital et de faire de l'imitation technologique, c'est le levier du rattrapage. Cependant, elle est tombée en disgrâce depuis les années 80, parce qu'on a vu qu'elle privilégiait les grands champions nationaux et qu'elle biaisait donc la concurrence, et les gouvernements sont-ils bien placés pour sélectionner les gagnants ? Et donc là, on commence à raisonner en termes de... Eh bien, on raisonne comme si l'État était omniscient et jamais capturé. Mais l'État, il n'est pas omniscient et il peut être sujet à capture. C'est peut-être les gros qui ont leur mot à dire. Vous voyez, quand je disais là, les gouvernants chez nous, ils écoutent les grandes entreprises et ils écoutent celles qui hurlent le plus fort. Vous voyez, et pas forcément les petits chercheurs qui n'ont pas leur voix. D'accord ? Alors maintenant, pourquoi ? Alors une première position, c'était de dire... Eh bien, plus de politique industrielle. Donc, par exemple, Anne Kruger, qui était numéro 2 du FMI, eh bien, Anne Kruger, elle dit, allez, terminé. Plus de politique industrielle, quoi. On termine. Moi, j'ai eu un débat avec le ministre précédent des Finances, Anders Borg, qui était ministre des Finances, d'économie et des Finances suédois, et lui me défendait l'idée que politique industrielle, il ne fallait pas. C'est-à-dire, il me dit, pour éviter tout ça, il faut que le gouvernement ne fasse que de l'horizontal. C'est-à-dire qu'il dise, voilà, j'aide l'éducation, je fais un Small Business Act, je fais un crédit impôt recherche d'une manière ciblée, mais je ne cible pas des secteurs et des firmes en particulier. Comme ça, j'évite le danger de biaiser la concurrence trop ou que j'ai choisi le mauvais gagnant, j'ai choisi le mauvais cheval. D'accord ? Alors, évidemment, l'idée de dire est-ce que je vais complètement dans l'horizontal ou est-ce qu'il peut y avoir des raisons pour aller quand même dans le vertical un peu ? Moi, je crois beaucoup dans les vertus de la concurrence, mais disons que... mais je dis, mais quand même, il peut y avoir des circonstances. D'abord, il y a rediriger le changement technique. Je peux vouloir l'innovation verte, donc là, il y a l'idée quand même que je dirige. Donc ça, c'est un peu de la politique industrielle quand même. Il y a les contraintes de crédit qui font que pour les entreprises avec des gros coûts fixes, ils n'y arrivent pas tout seuls, donc je dois quand même intervenir, peut-être s'il y a des gros coûts fixes. Est-ce que j'aurais pu faire Airbus sans aide de l'État, par exemple ? Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a des gros trucs à coordonner, sans DARPA, vous savez, la fameuse DARPA, Defense Advanced Research Program Agency,
Sans la DARPA, vous n'auriez pas eu le laser, l'Internet de la même manière, vous n'auriez pas eu beaucoup d'inventions très importantes, vous n'auriez pas mis un homme dans l'espace aux États-Unis, etc. Ça a été très important d'avoir quelque chose qui coordonne des ressources dans des industries où on sait où il faut aller et il faut coordonner des ressources qui ne se coordonnent pas elles-mêmes. D'accord ? Et alors la question, c'est simplement de dire, je crois dans la politique de la concurrence, je crois dans la politique industrielle mais intelligente, est-ce que je peux réconcilier les deux ? Et donc, si vous voulez, d'un côté, vous avez Anne Kruger qui est là, prenez une intervention purement horizontale, ou bien vous avez l'autre extrême qui est de dire je me cramponne à la vieille politique industrielle où je choisis mes champions. Et entre les deux, eh bien, je dis non, il faut repenser la gouvernance de la politique industrielle, sélectionner d'abord les secteurs, donc d'ailleurs, il y a des fois des priorités sociales, comme la santé, comme l'innovation verte, le climat, il y a des priorités sociales qui dictent, certes qu'il faut mettre l'accent sur certains secteurs, mais l'intelligence artificielle, probablement, et puis après, il faut dire, mais voilà, mais sélectionnons les secteurs plus concurrentiels et qui sont porteurs de croissance. Donc, par exemple, les secteurs qui sont intenses en qualification tendent à être des secteurs à potentiel de croissance plus élevé. Donc, l'idée est de dire, mais non, mais on peut avoir des règles pour choisir les secteurs, et une fois qu'on choisit les secteurs, on peut préserver la concurrence. Et là, il y a, je vous commencerai par ça la prochaine fois, mais je peux vous dire simplement en un mot, il y a des études qui ont montré que si on sélectionne les secteurs plus porteurs de croissance ou plus concurrentiels, ça marche mieux l'effet des subventions sur la croissance. Et deux, que quand on subventionne, il ne faut pas donner tout à une personne, il faut donner de manière à plusieurs, de façon à préserver la concurrence et préserver l'entrée. Parce que sinon aussi, il y a le danger que vous donnez aux firmes en place et que ça rend plus compliqué pour les nouveaux entrants de venir. Et ça, vous ne voulez pas. Vous voulez préserver, c'est toujours mon dilemme schumpeterien, vous voulez préserver la possibilité pour les nouveaux d'arriver. Donc il faut une politique industrielle qui préserve la concurrence et qui préserve l'entrée. Et aussi une politique industrielle où si vous voyez que ça ne marche pas, il y a un mécanisme d'exit. Est-ce que par exemple le cofinancement privé-public peut aider à ça? Donc il faut une gouvernance de la politique industrielle. Donc il y a un extrême qui est plus de politique industrielle du tout, l'autre qui est on ne change rien, on fait comme les années 60, et l'autre qui dit non, on repense la gouvernance de la politique industrielle avec un certain nombre de principes en se basant sur des études qui montrent que certains aspects de la gouvernance aident, stimulent, rendent plus efficace l'investissement. Voilà un peu la problématique de la politique industrielle. Et je termine sur ça et on continue dans une semaine. Dans 2 semaines. 2 semaines. Voilà.